Bonjour à tous et bienvenue pour ce quatrième épisode d'Azure Newscast. Euh, Comme d'habitude, entouré de notre équipe de choc, Nicolas Stanislas. Bonjour les gars. Salut Alex, Bonjour bonjour à Alex. tous. Donc un numéro un petit peu particulier. On s'est autorisé une petite fantaisie pour cette émission-là. On va faire notre rendez-vous habituel des news autour d'AKS. Mais cette fois-ci, on a un invité exceptionnel, puisque Félix, j'en dis pas plus, je vous garderai la surprise pour tout à l'heure. Félix va venir nous témoigner de son utilisation d'AKS, donc un grand moment à partager ensemble. Et bah du coup, je vous propose les gars qu'on parte comme d'habitude sur le changelog. Il y a eu pas mal de petites choses qui ont eu lieu, il y a eu Ignite, et du coup ça se retrouve en fait dans le changelog d'AKS. Et donc on commence, Nicolas, par les versions de Kubernetes. Voilà, donc comme traditionnellement, Kubernetes évolue à un rythme assez régulier. Le service AKS suit aussi ces évolutions et donc on a des nouvelles arrivées, mais on a aussi parfois des départs de versions, ce qui est le cas puisque à la fin du mois de mars, donc très bientôt, la version 1.17 de Kubernetes va être deprecated, donc c'est-à-dire qu'en gros, elle sera considérée comme non pertinente à être utilisée dans Azure et ça veut dire que pour les applications déployées sur des clusters qui se basent encore sur cette version, il faut sérieusement envisager l'upgrade du cluster pour passer à une version ultérieure supportée par Azure, de préférence une version récente, ce qui vous permettra d'avoir une durée de support la plus longue possible. Rappelons que dans l'épisode numéro 1, nous avons fait un dossier sur la montée de version de Kubernetes. Donc si ce sujet ne vous est pas familier, on vous encourage à aller voir l'épisode numéro 1, revoir le lien mis dans la description ci-bas. Côté monitoring, Alex? Ah oui, alors monitoring, donc super outil. Vous avez en tête que depuis quelque temps, dans AKS, on a des outils intégrés dans le portail qui vont nous permettre finalement de gérer notre cluster. Donc lister les différents POS, les services, et ainsi de suite. Finalement, ce que l'on faisait avec kubectl. Et pour le coup, ben, on va encore un petit peu plus loin, on l'améliore, on l'affine, on repousse l'échéance à laquelle on sera obligé d'utiliser kubectl. Cette fois-ci, en pouvant streamer en live les logs émis par nos différents conteneurs. Donc ça, c'est une option hyper pratique. Et on rappelle effectivement que historiquement on avait le cube dashboard qui était un add-on instancié par défaut dans tous les clusters AKS. Désormais cet add-on n'est plus installé par défaut et que du coup on remplace le cube dashboard par effectivement l'Azure Resource View, AKS. Et bien du coup, si on continue de côté des fonctionnalités, on a désormais des add-ons pour la partie Confidential Computing. Donc ça, ce sont des types de machines particulières dans Azure, des gabarits qui s'appellent les DC. La nouvelle génération sont les DCS V2. Et donc désormais, on va pouvoir utiliser ces nœuds un peu particuliers qui utilisent des cartes Intel de dernière génération avec des chipsets un peu particuliers, et notamment des choses qui permettent de faire ce qu'on appelle du SGX, en gros des enclaves, et d'avoir, basiquement on est sur l'homomorphisme, hein, donc on est sur du chiffrement en temps réel et de l'isolation des données traitées en temps réel sur ces nœuds-là. Ça nécessite bien entendu des développements spécifiques, mais ça veut dire que ces développements vont pouvoir tourner sur du Kubernetes avec des nœuds effectivement qui sont des nœuds de type DCS V2. On est également aligné avec l'évolution de la roadmap d'Intel justement concernant ces initiatives de sécurité et de gestion des enclaves. Bon, toute petite news autour des identités managées. Voilà, on repousse la limite de 50 à 200, ce qui sera pratique pour les utilisateurs les plus exigeants, ceux qui veulent affiner et découper au maximum les identités et la gestion des droits. Donc voilà, 50, 200, on en fait un peu plus. Ouais. Au passage, rappelons que les pods identity sont toujours à ma connaissance en preview, hein, si je ne dis pas de bêtises, mais qui permettent effectivement de donner des identités à des applications, et donc du coup ces applications peuvent, par le airbag d'Azure, accéder à différentes ressources avec les droits qui vont bien derrière. Évolution également, alors c'est un changement comportemental, on a changé, donc on n'utilise plus le système des resolves dans les images d'Ubuntu 18.04 pour la partie resolving. Et puis également, on a corrigé un problème dans l'image de cette semaine-là, qui posait des soucis sur la résolution, les résolutions DNS privées où on avait des noms de domaine en point local.
Voilà. Globalement, normalement, ça devrait résoudre ce problème-là, ce qui est plutôt pas plus mal. Nicolas, du côté des pod Alors, identity toujours. voilà, donc dans la continuité, les pod identity, le support a été rajouté donc au plugin réseau KubeNet. Jusqu'à présent, on ne supportait pas directement sur ce plugin réseau. Donc maintenant, vous pouvez tout à fait avoir un cluster AKS configuré avec KubeNet et la capacité d'utiliser les pod identity pour sécuriser l'accès à vos ressources. Effectivement. Comme d'habitude, les images ont été mises à jour tant du côté Windows que du côté Ubuntu. Là encore, on vous encourage à aller voir la changelog pour voir le détail à l'intérieur, effectivement, de ce qu'il y a comme composant. Et si on continue, effectivement, on a une deuxième release qui a été faite quasiment à la suite de Ignite. En fait, elle a été faite à la suite de Ignite, mais elle a été publiée plusieurs jours après, mais avec une date qui était antérieure. C'est bizarre d'ailleurs. Alors dans les grosses nouveautés qui ont été annoncées, notamment l'arrivée en JA de la fonctionnalité Just-in-Time Access pour la partie, pour les clusters Azure Kubernetes Service qui sont intégrés avec l'authentification Azure AD. Donc je rappelle en fait que le Just-in-Time Access, c'est l'utilisation de la SKU Premium P2, d'Azure Active Directory, qui offre une fonctionnalité qu'on appelle le PIM, le Privilege Identity Management, où l'idée effectivement est de ne pas avoir les privilèges à temps plein et de faire des demandes d'élévation de privilèges, on va dire une sorte de sudo mais à l'échelle d'Azure. Et donc du coup là c'est pareil, on va pouvoir utiliser la solution PIM, Privilege Identity Management, avec AKS, et donc de demander de faire des élévations pour pouvoir effectivement faire des opérations dans AKS. Donc ça c'est assez nouveau, donc du coup il y aura des groupes en fait de gestion d'AKS qui seront associés à la partie PIM. Voilà, tout simplement. Nicolas, côté Ingress. Donc, voilà, côté Ingress, alors pour les détails de l'Ingress, ce que c'est, je vous ramène au dossier de l'édition 2 de tête sur lequel on s'est focalisé sur l'Ingress. On avait parlé d'Application Gateway. Application Gateway, c'est un service Azure de reverse proxy qui est indépendant d'AKS, qu'on peut utiliser en dehors d'AKS, bien entendu. Là, ce qu'on annonce, c'est la disponibilité GA, donc General Availability, de l'intégration d'Application Gateway avec AKS, donc ce qui va permettre de piloter la configuration d'une instance d'Application Gateway à partir des différents déploiements que l'on fait dans AKS et d'utiliser l'Application Gateway comme brique pour ingérer des flux et les router vers nos pods qui tournent dans AKS. Voilà. Et là, la grosse nouveauté, c'est que c'est désormais un add-on, c'est-à-dire que c'est une option qu'on rajoute lors de l'installation du cluster. Et donc, c'est un add-on qui est géré en termes de support par les équipes AKS, à la différence d'une installation de Agik avec, par exemple, Helm, qui, elle, est supportée, mais différemment. Donc là, le add-on, pour le coup, derrière, une fois que quelque chose est installé, il est également maintenu à jour, ce qui n'est pas le cas forcément du Helm, où on doit le faire soi-même. Voilà. Toujours dans les add-ons, mais ça c'est en liaison directement à ce que j'ai raconté tout à l'heure. Le add-on pour la partie Configuration Computing est donc lui aussi également en JA. Donc c'est un add-on, ça veut dire qu'effectivement il est maintenu à jour et bien supporté par la partie équipe AKS. Du côté du chiffrement, Alex. Eh oui, donc là, un petit raffinement pour s'assurer que les choses soient faites dans les règles dans le cadre de l'administration de votre cluster. On a une nouvelle policy qui est mise à disposition qui nous permet d'imposer l'utilisation d'une clé qui nous serait propre, c'est-à-dire une clé cliente et non pas une clé, je dirais, Service. mise au point par les services Azure. Et pour le coup, du coup, ça nous permet de forcer la chose et dire voilà, tout disque déployé dans AKS se voit obligé de respecter cette policy à partir du moment où on l'a mise. Exactement. Donc ça, c'est pour ceux qui effectivement veulent pas que les clés de ce chiffrement soient gérées par Microsoft, ils veulent les gérer eux-mêmes. Et donc voilà. Du côté, très intéressant. Celui-ci m'a percuté. On peut désormais, c'est en JA, on peut affecter maintenant des public IP aux nodes. Ce qui peut paraître un peu bizarre, parce que ça n'a jamais été la philosophie, en tout cas dans AKS jusqu'ici. Jusqu'ici, on a toujours dit AKS, les nœuds ne sont pas accessibles directement, on doit passer effectivement par les mécaniques de load balancer, de ingress. Du coup, je me suis un peu posé la question de pourquoi effectivement on proposait cette possibilité, parce que c'est juste une possibilité, de dire chacun de mes nodes va avoir une IP publique et donc sera accessible
Et en fait, j'ai trouvé, alors, l'explication qui a été donnée, c'était que pour certains workloads, c'était plus performant de pouvoir accéder directement au nœud versus passer par les mécaniques de ingress ou de load balancing en avant. Et donc, du coup, en fait, tous ces mécanismes finalement de load balancing au sens large ramenaient un petit peu de latence, ce qui parfois n'était pas très intéressant, notamment dans des scénarios de jeux hostés. Donc de cloud gaming, pour faire simple. Et du coup, moi, ça m'a rappelé une présentation qu'avait fait Mark Russinovich il y a à peu près, je crois que c'était à la build dernière, où il présentait comme d'habitude l'évolution des data centers. Et il avait un slide à un moment où il parlait, il disait, et d'ailleurs, il parlait du Xbox Cloud Gaming, et il présentait l'architecture qui était sous-jacente. Et l'architecture sous-jacente, en fait, c'est de l'AKS derrière le X Cloud Gaming. Et je pense qu'en fait, ce truc-là est arrivé parce qu'on avait des besoins, effectivement, d'avoir des latences ultra courtes pour accéder en fait au workload lié au cloud gaming. Et je pense que c'est la raison pour laquelle principalement cette fonction est arrivée. Je pense que c'est un usage qui était lié vraiment à nos besoins. Puis il est probable effectivement que d'autres fournisseurs de jeux et peut-être ces besoins-là également. Mais c'est la raison en tout cas qui est donnée. Et effectivement, quand on associe ça avec la deuxième information dont je vous ai parlé du Xbox Cloud Gaming en AKS, bon, ça peut expliquer des choses. Voilà. Alors, moins rigolo, Nicolas, WebLogic. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Alors, on revient un peu sérieux, même si le cloud gaming, ça vaut le coup. Là, on va revenir sur des choses un peu plus, je ne vais pas dire legacy, mais un peu plus traditionnelles dans le dev. Et pour une fois, qui ne concernent pas des technologies Microsoft, puisqu'on va parler de WebLogic. Alors, pour ceux qui ont suivi un peu l'Ignite et puis ceux qui ne l'ont pas fait, je vous conseille d'aller voir les keynotes, donc les conférences plénières qui diffusent les annonces. On a annoncé pas mal de choses autour de l'amélioration du support de la technologie Java et des différents serveurs d'application qu'on pouvait avoir, notamment Oracle ou WebLogic. Et donc, ce changement sur la roadmap AKS, justement, découle de toutes ces annonces. À savoir, maintenant, on peut tout à fait, sur la base d'un cluster AKS, déployer le serveur d'application Oracle WebLogic sous la forme d'une image Docker custom. Et ça va vous permettre de réutiliser, de déployer beaucoup plus simplement les applications Java développées traditionnellement sur la base d'un serveur d'application dans vos clusters Kubernetes. Donc tout ça, bien entendu, en GA, donc vous pouvez imaginer passer en prod rapidement. C'est vrai que ça n'envoie pas du rêve, en fait, tout d'un coup, de se dire qu'on va faire un serveur d'application sur du Kubernetes, mais c'est quand même la tendance. Tout le monde essaie de mettre ces choses en Kubernetes, en mode plus ou moins lift and shift. Néanmoins, le bon côté de tout ça, c'est qu'on l'a fait en partenariat et en collaboration avec Oracle. Du coup, les gens qui vont faire ça seront également toujours supportés par Oracle, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Du côté du stockage, se référait le dossier numéro 3 qui avait été animé par Alex et qu'on vous encourage à regarder. Quoi de neuf, Alex? Alors, oui, nouveauté donc, sur la partie persistante volume. Pour le coup, on a un super outil qui s'appelle Container Insights, donc il va nous permettre finalement de monitorer ce qui se passe à l'intérieur de notre cluster. Et cet agent est déployé, nous récupère plein d'informations, mais il y a une chose qu'il ne récupérait pas, c'est les informations sur les volumes. Et donc maintenant, on les a. Donc on a des super reports, donc je vous invite à regarder, il y a des modèles qui sont fournis, donc c'est-à-dire qu'en quelques secondes, on a accès à toutes les informations qui vont être collectées par Azure Monitor et qui te permettront non seulement de consulter les informations, par exemple, savoir l'état des disques, est-ce qu'ils sont, quel est leur taux de remplissage, leur taux d'utilisation, est-ce qu'ils sont défaillants, etc. Mais comme on est dans Azure Monitor, eh bien, on bénéficie de tout ce que nous permet l'Azure Monitor, c'est-à-dire aussi de prendre des actions et de faire des choses en cas de problème. Donc ça, c'est vraiment un super outil. Les fans d'outillage vont apprécier. À noter que cet agent qui est proposé par défaut est une très bonne chose parce que on voit beaucoup d'implémentations, je dirais, de monitoring à l'intérieur du cluster. On voit l'intérêt dans le temps d'un monitoring qui se trouve aussi à l'extérieur et qui permettent de fonctionner quand bien même le cluster serait pas là. C'est-à-dire comment on fait pour être prévenu et pour comprendre ce qui se passe si le cluster tombe et que nos outils de monitoring sont dans le cluster. Donc ça pose une question de fond. Là, avec Azure Monitor, on pourra suivre cette évolution, être prévenu en cas de défiance du cluster, et s'il fonctionne, on aura du détail avec le Container Insight, et donc maintenant jusque du détail sur les persistants de volume. Donc vraiment à tester
tous les utilisateurs d'AKS, à mon avis, devraient apprécier cette feature-là. D'AKS d'ailleurs, ou également après de cluster Kubernetes Dacier. Arc Ou également, Arc, ouais, qui sont monitorés avec. Du côté du réseau des network policy, quelle est une petite évolution intéressante, Nicolas? Alors, je continue dans les sujets très sexy. La partie réseau, donc Calico, c'est une des couches de gestion et de sécurisation du réseau dans Kubernetes et donc dans AKS. Là, l'annonce porte justement sur des nœuds Windows et donc des pods qui tourneraient sur des nœuds Windows. Jusqu'à présent, c'est vrai que Windows était un peu légèrement en retrait en termes d'intégration fine dans les différentes fonctionnalités de Kubernetes et d'AKS. Là, c'est vrai qu'on a un bon pas qui est fait, à savoir la partie Calico maintenant supporte les nœuds Windows pour les nouveaux clusters en version 1.20. Donc c'est vrai que pour le moment, on a une restriction. Cette fonctionnalité est en preview, donc ceci explique cela. Mais voilà, on a maintenant on a parité, je dirais, entre la capacité d'intégrer des pods qui tournent sous Windows à une gestion du réseau Kubernetes basée sur du Calico. Ouais, on a une parité, si on utilise le plugin Calico, si on utilise le plugin Azure, on reste encore limité Voilà. au network policy sur les nœuds Linux. Rappelons que d'ailleurs au passage que les policies Calico sont un peu plus évoluées que les policies Azure. Donc voilà. Et effectivement, ça fait un certain temps que Calico supportait Windows, c'est juste que dans AKS, c'était pas le cas, donc ça va être le cas désormais. Dans les petites nouveautés également pour la partie maintenance, on peut désormais définir dans AKS des plages de maintenance, enfin des plages sur lesquelles on ne veut pas que la maintenance soit faite, ou plutôt quand on veut bien que la maintenance soit faite, ce sont des plages de maintenance. Et donc ça c'est intéressant pour effectivement du côté Azure, quand dans la fabrique il va y avoir des mises à jour, par exemple des hyperviseurs, etc., d'être certain que par exemple ça touche pas vos workloads, vos worker nodes qui sont justement en production et qui ont des besoins par exemple fort usage à un instant T. On veut surtout pas qu'il y ait à un moment une fenêtre de tir dessus. Donc on va pouvoir définir quand on veut faire ces plages de maintenance. Et donc aujourd'hui c'est un petit peu brut de fonderie, parce qu'on le fait soit par l'API REST, soit avec la CLI, et les commandes sont pas forcément très claires. Mais globalement on peut définir, en gros dire ok, ma maintenance peut commencer à tel jour, et puis hop je donne 1 heure de maintenance. Et en fait on peut créer plusieurs créneaux comme ça horaires en disant vous pouvez faire la maintenance Azure dans ces horaires-là, dans ces plages-là. Alex, du coup, fait un peu de réseau. Hein. Ça par contre, celle-ci, ça c'est sexy. Ça pour le coup, cette annonce-là, elle est bien. Enfin, moi j'aime bien. Ouais, ça peut être hyper intéressant. Donc on parle là d'une allocation dynamique des IP dans AKS qui s'oppose bien sûr à une allocation statique. Alors, qu'est-ce que ça résout comme problème? Dans AKS et dans Kubernetes en général, on pourrait avoir tendance à utiliser un grand nombre d'IP au fur et à mesure des déploiements que l'on fait à l'intérieur. Plus on a de services qui ont des IP, plus on déploie de choses à l'intérieur du cluster, plus on va utiliser les IP. Donc on pourrait se retrouver plutôt tôt que tard avec des limitations sur l'adressage qu'on a prévu. Là, l'intérêt, c'est d'amener de la dynamicité et de faire en sorte que les IP ne soient pas préalloués et que du coup, on soit obligé de prévoir des plages importantes, mais de se dire, voilà, elles ne sont allouées qu'au dernier moment et de façon dynamique, tout en nous donnant le contrôle. Alors, à noter que cette feature est en preview. Il va falloir l'activer. Et elle est disponible aujourd'hui que dans une région qui doit être l'ouest des États-Unis. Donc, c'est quelque chose qui s'annonce et qui risque de résoudre les problèmes des utilisateurs les plus exigeants dans la AKS. Donc ça, c'était la première partie, effectivement, de la truc intéressante. La deuxième, qui est le Enhanced Subnet Support. C'est une très bonne question. Je vais répondre du coup. Aujourd'hui, quand on déploie un cluster Kubernetes, l'ensemble des workers et donc des pods qui vont récupérer des adresses IP si on est en CNI vont aller en gros sur le même subnet. D'accord ? Et du coup, le fameux problème du range du subnet, c'est que quand il y a un range un peu trop petit, on était embêté. La bonne nouvelle désormais, c'est qu'on va pouvoir quand on créera un node pool, on pourra affecter ce node pool à un autre subnet. Ça veut dire qu'on va pouvoir segmenter, entre guillemets, ces workloads dans différents subnets Azure, alors toujours au sein de la même VNet, ça précisons-le bien. Mais du coup, en étant dans plusieurs subnets, on va pouvoir également faire de l'isolation réseau avec des mécanismes classiques tels que les NSG, les NVA, les UDR, etc. Et là, enfin, désormais, si à un moment on est un peu trop ric-rac sur une plage, sur un subnet donné, c'est pas très grave, on va pouvoir créer un subnet à côté
et donc mettre les nouveaux node pools sur le deuxième subnet. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Et on termine ce tour des actualités qui nous aura bien pris une bonne vingtaine de minutes quand même, sur la migration, quoi. Hein, Alex? Voilà, Pas Alex, Nicolas. on termine en beauté cette partie news. Sur toujours parler d'un service Azure donc, qui s'appelle Azure Migrate. Ce service est destiné à vous aider à migrer des applications, des workloads, des bases de données que vous auriez en dehors d'Azure vers certains services Azure. Et ce service vient d'être étendu pour vous aider à migrer des applications Java ou des applications .NET non containerisées, donc qui ne tournent pas dans des containers, vers AKS, donc à savoir vous accompagner et automatiser les phases de création des containers, des images, que ce soit sur du Java tournant sur du Tomcat ou sur des applications ASP.NET Windows. Donc là, c'est intéressant. Il ne faut pas voir ça comme le service ultime qui va tout faire à votre place pour faire tourner votre application du mieux qu'elle peut dans AKS, mais c'est un très bon premier pas pour dire, voilà, j'ai une application on-prem, je veux faire un recensement de ses contraintes et de ses besoins, automatiser la création de la version 0 du container, de l'image, et ensuite la tester dans AKS. Donc voilà, c'est en mode premier pas et en mode j'identifie ce qui peut coincer et les dépendances de mon application. Ces nouvelles fonctionnalités d'Azure Migrate vont pouvoir vous aider à franchir ce pas. Et comme tu l'as dit, c'est pas magique, c'est plutôt une outil de lift and shift, entre guillemets. Voilà. Ça rendra pas votre application ultra scalable, ultra résiliente, etc. Il restera un peu de travail, mais c'est le premier pas, effectivement, pour déplacer. Voilà. Et c'est toujours de la preview pour le moment. Ça a été annoncé à l'Ignite en parallèle des annonces autour de Java que j'ai évoquées précédemment. Eh bien, on a terminé l'actualité, là, c'est bien. Alex, qu'est-ce que la suite? Ouais, après cette séquence d'actualité super riche, on a cette fois-ci un dossier un petit peu particulier. Donc on a le plaisir d'accueillir au sein de cette équipe, pour une intervention ponctuelle, un serial entrepreneur, quelqu'un qui est dans le milieu de l'IT et de l'informatique depuis un bon moment, et qui est aujourd'hui directeur R&D d'une entreprise connue de tous, et qui va venir témoigner de son utilisation d'AKS notamment. Donc saluons l'arrivée de Félix Sportelli avec nous. Bonjour Félix. Bonjour Félix. Salut Félix, merci de nous rejoindre et de compléter cette équipe. On a le plaisir de t'accueillir pour nous faire un retour d'expérience sur AKS. Comme aime à le dire Stanislas qui est avec nous, autant nous sommes des vendeurs de pelles, autant toi, tu es celui qui creuse et celui qui est sur le terrain. Et c'est cela qu'on recherche aujourd'hui. On aimerait que tu partages avec la communauté finalement ton vécu. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est à retenir? Qu'est-ce qui est à éviter? À bâton rompu, n'hésite pas, on te laisse la main. À toi de jouer. Je vais pas hésiter. Voilà. Parce que comme toute technologie, il y a des choses qui se sont très bien passées. Sinon, d'ailleurs, on n'aurait pas changé de technologie. Mais évidemment, il y a eu quelques murs qu'on a dû se prendre pour réussir à avancer. Vous voulez peut-être que je me présente rapidement avec grand plaisir, Félix. Allez. Donc moi, avant tout, je suis ingénieur et entrepreneur. Donc j'ai créé plusieurs sociétés ces 10 dernières années autour des sociétés de consulting ou de la formation, donc tout ce qui est autour de la technique. On a créé beaucoup de logiciels autour d'Azure et désolé autour d'autres clouds qu'Azure. Et sur les dernières années, après avoir vendu cette société, je me suis plutôt mis en mode essayer de donner un peu de mon expérience à un certain nombre de sociétés qui se créent, soit des startups qui sont vraiment en amorçage, ou plutôt sur non pas des startups, mais plutôt des scale-up à un moment où ils ont besoin de récupérer beaucoup de clients, où ils ont une grosse croissance en cours. Et donc, j'essaye d'aider ces sociétés à se structurer en termes de R&D. Et typiquement, les sujets autour de la plateforme, autour de la résilience, quand on va arriver à
un tel volume d'utilisateurs ou la capacité à scaler, ce sont des sujets qui sont assez complexes à aborder. Et une des startups justement que j'ai pu aider ces dernières années, c'était une startup qui s'appelait Loop et qui est une société qui a été acquise par Cegid, qui est mon employeur actuel, et donc a créé le produit Cegid Loop aujourd'hui. Cegid Loop, c'est le logiciel cloud native web à destination des experts comptables. Et qui est justement hébergé sur Kubernetes, sur AKS. Donc en gros, tu es passé d'un monde de start-up à un monde finalement, d'un très gros éditeur, parce que Cegid, c'est un des plus gros éditeurs français, à ma connaissance, logicielle. Donc tu es passé de l'agilité des petites structures à finalement la grosse structure traditionnelle avec un héritage probablement. Derrière. Exactement, mais en fait, Cegid, c'est une centaine de produits. Et donc c'est plein de petits écosystèmes, plein de petites sociétés, avec en effet des logiciels un peu qui sont là depuis 20 ans, depuis 25 ans, et où on a encore un certain nombre de clients qui utilisent. Et c'est aussi beaucoup d'innovation. Loop est une des innovations. On va avoir des innovations dans le domaine de l'ERP, par exemple, avec Cegid XRP Flex. On a des innovations sur le sujet entrepreneur. Là, on lance une application mobile qui s'appelle Cegid Flow, qui est toute neuve. Hein. On la sort dans 15 jours. Donc c'est aussi beaucoup d'innovation parce que justement, il y a plein de startups qui se créent à côté. Et donc, Cegid se doit d'être innovant et de sortir toujours de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux produits. Effectivement, du coup, c'est de la concurrence qui fait que ça vous pousse à l'innovation, ce qui explique aussi pourquoi plein de gens font du Kubernetes et des choses qui bougent en permanence, parce qu'effectivement, tout bouge en permanence. Exactement. Alors, Félix, l'application Cegid Loop, donc application web, destination des experts comptables. Leur métier, c'est de faire la comptabilité de multiples entreprises. Ils sont souvent organisés en cabinet avec de multiples collaborateurs. Donc, ça veut dire des outils sur lesquels potentiellement un nombre important d'utilisateurs ont accès. C'est ça. Donc, plutôt collaboratif. Voilà, pour mettre un petit peu très collaboratif. C'est pour justement ce qu'on essaye d'ailleurs de pousser. Hein. Essayons d'éviter que l'expert comptable fasse qu'il y ait une vraie isolation entre l'entrepreneur qui a accès à toutes ses factures, à ses relevés de banque au quotidien, et l'expert comptable de l'autre côté qui doit être capable de consolider tout ça. Évitons de faire ça en phase 2-3 fois par an. Essayons plutôt de faire en sorte de mettre en place un certain nombre de flux d'informations. Donc c'est pour ça qu'on va dans Cegid Loop, on a énormément de flux qui arrivent, les flux des échanges bancaires, les flux de documents. Dès que j'envoie une facture ou que je reçois une facture, comment je fais pour capter ces informations-là? Donc on peut avoir des pics d'activité sur la plateforme qui sont assez importants. En plus, il y a une saisonnalité dans l'expertise comptable. Tout le monde fait son bilan. Enfin, il y a presque 80% des sociétés qui font leur bilan à fin mai. Donc ça veut dire qu'il y a un moment dans l'année en plus où il y a un pic énorme de compute qu'on va avoir de notre côté. Et les clients, les entrepreneurs, ils veulent de plus en plus avoir l'information en temps réel. Et donc justement, ça rajoute une charge supplémentaire qui est que l'entrepreneur, au moment même où il fait un virement, où il paye une facture, il va être capable de savoir dans sa comptabilité en temps réel quel va être l'impact. Quel va être l'impact sur son chiffre, quel va être l'impact sur son résultat de toutes les opérations qu'il fait au quotidien. Okay. Et donc là, avoir une application qui est full cloud, qui est API first, web first et qui est cloud native, évidemment, ça permet un certain nombre de scénarios qu'on n'avait pas, que le marché n'avait pas à disposition jusqu'à aujourd'hui. Okay. Je pense que du coup, la partie saisonnalité et le fait que dans du cloud, tu payes ce que tu consommes ou provisionnes plutôt, si tu instancies, ça a tout un intérêt dans votre modèle business que vous n'avez pas du coup à investir beaucoup de capex en fait pour plein de serveurs qui ne servent pas beaucoup dans l'année et qui après se prennent un gros pic dans une saisonnalité. Et là, pour le coup, Kubernetes, en connaissant un petit peu tous le sujet, effectivement, la partie scaling automatique doit être intéressante. Je ne sais pas si tu vas nous en parler, on espère. Clairement, déjà,
on n'est pas sur un produit qui a besoin d'être sous grosse charge H24. Donc il y a déjà un scaling qui se fait dans la journée, et un scaling qui se fait dans la semaine. Et après, il y a évidemment ce scaling sur l'année où l'expert comptable a une énorme activité de début mars à mi-juin, on va dire. Et là, pour le coup, être capable de provisionner naturellement, facilement, un certain nombre de nœuds pour être capable de gérer cette hausse massive de compute, c'est extrêmement important. Mais ça nécessite, on en parlera après, d'être capable de mettre en place aussi des systèmes et un produit qui est capable de scaler. Kubernetes ne fait pas tout seul. Oui, ce qu'on disait tout à l'heure avec la partie migration d'applications web logique, ça rend pas les applications magiques en fait, le fait d'y aller sans Kubernetes. D'accord. On y reviendra. On peut te laisser parler un petit peu de Cegid, parce que c'est vraiment une boîte assez extraordinaire en France, donc ces quelques chiffres vont nous servir. Ok. Cegid, c'est le 3e éditeur SaaS en France en termes de taille. On a des milliers de serveurs répartis sur plusieurs clouds publics et privés. C'est globalement, donc là j'ai les chiffres 2019 parce que on est en période de clôture, on a presque les chiffres officiels sur 2020, mais on a globalement fait un demi-milliard de chiffre d'affaires sur 2020. Notre chiffre d'affaires, c'est encore un petit peu de licences qu'on a vendues à nos clients, mais on a plus de 60% aujourd'hui de nos clients qui sont sur notre SaaS, donc qui sont sur nos différents clouds, et donc un service qu'on propose aujourd'hui au quotidien. C'est aussi près de, je crois que sur 2020, on a dépassé les 3500 collaborateurs. Donc, dans le monde, on en a évidemment beaucoup en France, parce que Cegid avant tout, c'est une société française sur plusieurs sites. Mais avec les dernières acquisitions, on est présent dans le monde entier, principalement donc en Europe de l'Ouest, mais également en Amérique latine. On va de plus en plus, surtout sur notre division retail, sur le marché asiatique. Donc c'est par exemple une des dernières acquisitions à l'été dernier, c'est la société Meta4, où pour le coup ont une plus grosse partie de leur chiffre d'affaires qui est fait à l'étranger plutôt qu'en France. Donc il y a un vrai développement qui est en cours, et on a acquis 3 sociétés, je crois, depuis le 1er janvier. On est à la mi-mars, donc ça donne un petit peu la dynamique de l'entreprise. Du coup, on peut comprendre. Déjà, on commence à dessiner, on imagine que du coup l'usage de cloud public est intéressant dans vos scénarios, vu que vous êtes sur plusieurs pays, qui du coup ont peut-être chacun des contraintes particulières, ce qui explique effectivement que vous êtes aussi probablement multifournisseurs, parce que dans tous les pays on n'a pas forcément de l'Azure dans notre cas, mais il peut y avoir d'autres fournisseurs également. Et on peut commencer à imaginer qu'effectivement, dans les choix qui ont dû peut-être amener à Kubernetes, il y a le côté un peu agnostique de Kubernetes par rapport aux différents fournisseurs, et du coup être sûr pour un pays donné d'avoir un endroit où faire tourner ces solutions, si après la destination, ça c'est toi qui vas nous le dire, vous vous destinez plutôt à faire de plus en plus à prendre un socle commun que soit Kubernetes pour vos solutions. Alors oui, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. Déjà, en effet, on est multiplateforme parce que on a des besoins spécifiques qui nécessitent d'être sur plusieurs clouds. Ensuite, on a aussi comme stratégie d'avoir de plus en plus des solutions qui vont se retrouver multi-cloud. Et plus que et avant même d'aller sur le multi-cloud, le premier point, c'est de se dire, on a un certain nombre de technologies qui sont plus ou moins poussées en fonction des cloud providers. Il faut être capable d'avoir une stratégie déjà multi-cloud sur le compute, j'ai envie de dire basique, mais en plus, on commence de plus en plus à utiliser des services proposés par les cloud providers. Par exemple, nous, on a une grosse consommation des OCR, par exemple, ou d'un certain nombre d'algorithmes de machine learning. Là, c'est intéressant d'avoir une
de faire un vrai benchmark des solutions qui sont proposées par l'ensemble des cloud providers et par rapport à un besoin fonctionnel donné, de réussir à comprendre quelle est la technologie de quel provider, laquelle s'adapte le mieux à notre besoin. Et sur la partie Kubernetes, en fait, on a une communauté d'architectes chez Cegid. Son job, c'est d'être une communauté qui est transverse à travers les business units de Cegid et à travers l'ensemble des produits de Cegid, pour être capable de mettre en place des bonnes pratiques. On en parlera un peu à la fin, des bonnes pratiques autour de Kubernetes, mais aussi de définir la stratégie. C'est-à-dire, on va où ? On va où dans 6 mois ? On va où dans 1 an ? On va où dans 10 ans ? Et on a d'ailleurs créé un projet Nirvana au sein de Cegid. L'idée du projet Nirvana, c'est de dire, OK, mettons de côté les sujets économiques ou autres, c'est dans 10 ans, on veut que Cegid soit où ? Et typiquement, sur la partie compute, ce qui a été défini, c'est que tout nouveau compute et toute évolution de nos produits qu'on peut avoir aujourd'hui, la stratégie, c'est d'aller soit vers du serverless, quand on en a besoin et quand ça s'adapte bien aux besoins du produit, ou de mettre ça dans de l'AKS, donc sur du Kubernetes. Donc on va avoir d'autant plus d'adoption de Kubernetes au sein de Cegid. Aujourd'hui, on a 3 produits qui sont sur Kubernetes, et ça va augmenter. On en rajoute un par an en ce moment, donc ça ne va que s'accélérer. Ok, donc effectivement là on voit que il y a pas mal de choses chez vous, enfin un gros éditeur, donc beaucoup de choses. Du coup maintenant on va se concentrer un petit peu par rapport à notre podcast et la partie Kubernetes. Du coup, ce qui nous intéresse c'est un petit peu finalement et Kubernetes dans tout ça chez Cegid. Qu'est-ce que vous avez mis en place depuis quand vous l'utilisez et puis globalement voilà c'est quoi vos retours, parce que c'est le but finalement que tu nous racontes un petit peu tout ça. Oui, bien sûr. Donc, le premier produit à avoir utilisé Kubernetes, c'est donc Cegid Loop, le produit dont je parlais tout à l'heure, qui est donc issu d'une acquisition donc, de la société Loop Software. Donc, justement, une de mes missions chez Loop, ça a été donc de mettre en production Loop sur Kubernetes. Alors, c'était un sacré projet parce que on passait d'une application, donc Cegid Loop, c'est du Node.js avec du SQL Server et du MongoDB en termes de stack. Et donc on a dû passer d'un monolithe sous Windows sur du service Fabric à des microservices dockerisés, opérés, donc dockerisés donc sous Linux, avec des images Linux, sous Kubernetes. Donc ça a été on parlait de lift and shift tout à l'heure. Oui. Ça a été un peu plus complexe. Et on a fait ça en quelques mois. L'objectif était simple, c'est que on avait des problèmes au niveau de la plateforme, et on avait des problèmes de performance, et on savait que le nombre de clients allait augmenter de manière importante, parce que c'était le moment où justement on allait intégrer Cegid, et donc ça allait ouvrir les vannes d'un certain nombre de clients Cegid qui allaient vouloir migrer sur Cegid Loop, et donc il nous fallait une solution qui gère notre résilience, et qui soit capable de nous rassurer sur notre capacité à scaler en termes de charge sur notre application. Donc pour présenter un peu Cegid Loop en termes de chiffres, Nicolas en parlait tout à l'heure, un expert comptable, alors évidemment il a une saisonnalité dans l'année, mais par contre dans la journée, son outil de production, il l'ouvre à 8h30 quand il arrive le matin et il le ferme à 17h. Il passe sa journée sur l'outil d'expertise de comptabilité. Donc nous on n'a pas vraiment un pic à 10-11 heures, comme on peut voir sur pas mal de sites web par exemple, ou en fin de journée. Nous le pic il démarre à 8h30, et en fait il est quasiment constant jusqu'à midi, on va dire. Il redescend parce que les gens vont déjeuner, il remonte à 13h30 jusqu'à 17h30.
avec de l'appel en continu. Donc il faut être capable de dimensionner une plateforme sur des zones et sur des plages qui pour le coup sont assez importantes. Donc pour quelques chiffres, ce que je vous ai marqué, il y a à peu près 6000 utilisateurs uniques quotidiens, à peu près 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Ça fait à peu près 120 000 clients aujourd'hui qui se connectent sur l'application. Alors ils peuvent se connecter à l'application de manière différente, hein. Soit ils se connectent classiquement via l'interface web, mais comme je disais tout à l'heure, en plus maintenant on a des flux supplémentaires qui viennent se rajouter, que sont tous les flux automatisés. Donc typiquement on a des clients qui nous envoient des pièces, juste Cegidloop est capable de récupérer vous avez juste à lui envoyer un email, vous recevez la facture d'Azure, par exemple. L'entrepreneur reçoit sa facture Azure, il prend sa facture, il la transfère à un email qui est l'email de Cegidloop. Nous, on va récupérer cette facture et on va être capable de la mettre en comptabilité et ça automatiquement. Donc ça, c'est des flux qui arrivent qu'on ne peut pas obligatoirement prévoir. Ça arrive en fonction de la charge. On capte aussi tous les flux bancaires et Cegid a en plus... sur ces derniers mois, je parlais des acquisitions tout à l'heure, on fait beaucoup d'acquisitions autour des flux financiers, donc on va récupérer de plus en plus tous les mouvements bancaires qu'il peut y avoir sur les différentes entreprises. Donc ça fait du flux, et ça fait du flux en plus potentiellement H24. Vous ne savez pas à quel moment le client va vous envoyer ses factures, il peut le faire à 10h du matin parce qu'il a été relancé par son expert comptable. Et où il peut le faire à 23h pendant qu'il est en train de regarder une série sur Netflix, il peut vous envoyer du flux à ce moment-là. Donc il faut être capable en plus d'avoir une scalabilité automatique qui est capable, en fonction d'un certain nombre d'indicateurs, de scaler. On parlera un peu de scalabilité tout à l'heure, c'est un sujet chez nous qui est extrêmement important. Pour des sujets d'économie, évidemment, pour tous les ateliers de FinOps qu'on peut avoir dans nos entreprises, mais c'est aussi un sujet que il faut s'assurer que quand on va avoir ces énormes flux, le client il n'ait pas besoin d'attendre. Et moi, quand j'ai un document qui arrive sur Cegidloop, je veux qu'en 10 minutes, on ait été capable de l'analyser, qu'on ait scalé ce qu'il fallait scaler et être capable de générer toute la comptabilité associée. Donc on a des SLA en plus pour générer notre service qui sont extrêmement courants. D'accord. Vous avez des SLA probablement comme tout le monde de disponibilité du service, et en plus vous avez des SLA de performance, c'est-à-dire sur le temps de réaction de vos services. Exactement. Alors c'est pas obligatoirement des SLA contractuels, c'est plutôt des SLA internes. Enfin, c'est contractuel, mais contractuellement interne. Okay. Voilà. Oui, parce que en fait c'est un sujet d'expérience utilisateur. C'est-à-dire que l'entrepreneur qui m'envoie l'information comme quoi il a payé une facture, il s'attend instantanément dans ses outils, que ce soit son outil web ou dans sa application mobile, à voir les impacts que ça va avoir sur son plan de trésorerie, sur son résultat en fin d'année. Je peux pas imaginer qu'il m'envoie une facture et que je lui dise vous aurez l'impact sur votre trésorerie ou sur votre résultat dans 24 heures. Ça ne marche pas. Donc il faut que nous, on soit capable, quelle que soit l'heure de la journée ou de la nuit, d'être capable de scaler autant que nécessaire. Et ce n'est pas obligatoirement simple, hein, parce que on en parlera après, c'est des métriques qui sont pas obligatoirement des métriques techniques. Et il faut qu'on soit capable de scaler et de rendre ce service le plus rapidement possible. Du coup, Kubernetes nous aide bien là-dessus. Je vois qu'il y a 70 microservices. Petite question, comment vous êtes organisé en fait pour gérer ces microservices? Est-ce que chaque équipe est responsable d'un microservice dans le sens vraiment très DevOps, le DevOps utopique où on dit il y a une micro-équipe qui you build it, you run it, tu en es en charge du développement jusqu'à la partie mise en production, donc là pour le coup on dirait développement et puis mise en production dans du Kubernetes. Est-ce que vous fonctionnez comme ça ou est-ce que vous avez encore le mode entre guillemets traditionnel hybride où on a encore des gens qui produisent du dev, des SRE au milieu, des intégrateurs,
on va dire, qui font les pipelines et qui font les manifestes en gros de déploiement, parce que là, ici on parle de Kubernetes, et puis des ops qui surveillent, ou est-ce que chacun gère son microservice indépendamment de la création à l'opération? Alors, c'est un système un peu hybride par rapport à ce que tu viens d'expliquer. Déjà, pour répondre à ta question, donc il y a sur CJLoop, on a 8 feature teams qui sont répartis sur 6 sites en France, mais aussi à l'étranger. Et ils sont à la fois responsables de développer évidemment les fonctionnalités, mais aussi de toute la partie automatisation, pipeline, chart, des définitions du service pour qu'il puisse ensuite être envoyé jusqu'à Kubernetes et donc jusqu'à la production. Et d'ailleurs, nous, on a plusieurs Kubernetes. J'entends parler ces derniers mois, j'entends parler de sociétés qui ont fait le choix d'avoir un Kubernetes à la fois pour le test, les environnements de pré-production et de production. Ils mettent tout ça dans le même Kubernetes. Nous, on a on a une stratégie un peu différente qui est de dire séparons les risques. Donc nous, on a un cluster Kubernetes créé de la même manière as code sur tous les environnements. Et en fait, les équipes ont accès à l'ensemble des clusters. Et c'est via les pipelines qu'on est capable de passer de l'un à l'autre. Et donc la manière dont on l'organise, et c'est un chemin, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est d'être capable de dire l'équipe crée le code, crée le service, le déploie sur les différents environnements, est responsable de l'envoyer jusqu'à la production, mais doit définir un certain nombre de métriques, un certain nombre de tableaux de bord, un certain nombre d'opérations, pour qu'ensuite les équipes Ops puissent prendre le sujet H24, 7 jours sur 7. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est-à-dire que souvent on a un microservice où sont les équipes de dev qui sont responsables de leur service pendant quelques jours, pendant quelques semaines. Et quand le service atteint un certain niveau de maturité, parce qu'en plus, on utilise beaucoup pour nos fonctionnalités, on utilise beaucoup de feature flags, donc on a beaucoup de services qui partent en production, mais qu'on active que pour quelques bêta-testeurs. Et c'est aussi à ce moment-là où on s'aperçoit que finalement nos métriques ne sont pas très bonnes, qu'on s'aperçoit de problèmes qu'on n'avait pas réussi à estimer comme il fallait. Et donc, au bout de quelques jours, de quelques semaines, le service a la maturité nécessaire de laisser ça à des ops qui ont leur sonde, qui sont des ops en plus qui sont multiproduits, donc ils ne sont pas experts de ce service-là, mais ils ne sont même pas experts CJLoop. Et ils doivent être capables, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, d'intervenir pour remettre le service, pour faire les bonnes actions, les bons gestes sur les services si besoin, quoi. Donc là, on voit que vous êtes en prod depuis sur de l'AKS ou le Kubernetes depuis 2018. Mais finalement, ton premier conseil, ce serait quoi? Alors, mon premier conseil, c'est n'allez pas sur Kubernetes. Désolé. C'est un bon conseil. Voilà. Je vais m'arrêter là en termes de conseils. Mais c'est vraiment le conseil que je donne, c'est que challengez votre réflexion. Challengez votre réflexion. Kubernetes, on va en parler, c'est pas juste quelques clics dans le portail Azure et ça fonctionne. C'est un peu Kubernetes, c'est un peu la réciproque de la loi de Conway. C'est-à-dire que c'est le produit. Melvin de son prénom. C'était Melvin Conway. Voilà. Ouais. C'est la technologie et la plateforme qui va vous obliger à adapter vos processus, à adapter votre organisation, à adapter votre communication et les rôles au sein de l'équipe. Alors qu'on essaye souvent d'avoir une technologie qui s'adapte plutôt à nos process. Et donc, il faut être capable de savoir si vous êtes capable de faire ça. Typiquement, les startups que je conseille, parce que Kubernetes, c'est à la mode. Tout le monde parle de Kubernetes. On voit bien que les Google, les Airbnb et autres, vous parliez tout à l'heure de Xbox Cloud ou Xbox Gaming Cloud, je n'ai pas noté le nom, pour le coup est sur Kubernetes. Très bien, mais est-ce que vous en avez vraiment besoin?
Est-ce que c'est pas suffisant de vous avez 2-3 microservices, Azure a tout ce qu'il faut en termes de serverless. Est-ce que ça va pas gérer les problématiques que vous avez à date? Il y a un vrai investissement à faire. J'aime à dire que ce que vous faites dans Kubernetes, ça doit être dans votre roadmap produit. Ça indique le coût que ça a. C'est pas important, c'est des vraies features. Et donc, il faut vraiment se poser la question. En fait, il faut que vous soyez capable de lister de quoi vous avez besoin sur votre plateforme et que vous soyez capable de savoir si ces prérequis sont pas réglés avec de l'Azure Function, de l'Azure App Service par exemple, ou les équivalents des autres cloud providers, ou est-ce que au contraire, non, vous avez des vrais besoins, vous atteignez un niveau d'industrialisation et vous avez les moyens nécessaires pour être capable de vous lancer dans cette aventure Kubernetes, parce que c'est une aventure. Ouais, effectivement, je pense Ouais, que tu as bien on le défini. voit, il y a un vrai besoin de préparation des équipes, notamment, tant au point de vue compétences que méthodologie. Donc là, je vois que tu parles de la culture DevOps, qui en fait partie. Et du coup, qu'est-ce que ça donne au niveau des équipes CGIT, c'est-à-dire quelle est finalement l'adhésion des différents profils. Donc typiquement l'IT qui est peut-être plus habitué à manager de l'AVM et des choses comme ça, bah, passer dans ces environnements conteneurs et notamment du conteneur orchestré, bah, il y a un gap, c'est pas la même chose. Ouais. On gagne certaines choses mais on en perd d'autres. Pareil pour le dev, de dire bah oui mais maintenant le dev est impacté par la façon dont ça va être déployé, c'est-à-dire qu'on lui amène un certain nombre de contraintes d'exécution pour leur code, voire même on leur donne une responsabilité supplémentaire, de dire bah, attendez, vous ne livrez pas juste un exécutable quelque part, mais vous allez le packager, et d'ailleurs c'est vous qui déployez votre environnement, enfin de les prérequis pour votre application, etc. C'est vous qui fournissez tout ça. Exemple, je sais pas jusqu'où vous fixez la barre, mais est-ce qu'ils livrent des packages Helm plutôt que de livrer juste une image de conteneur, voire les artefacts de leur compilation. Donc, c'est des éléments qu'on serait curieux de savoir, voir qu'est-ce que CGID a pris comme choix là-dessus. Alors, il y a beaucoup à dire. Et CGID est dans le cloud depuis tout début 2000. Donc, en effet, ce changement de mindset, ça se fait pas du jour au lendemain. Ce qui a été facile, c'est d'expliquer que dans Kubernetes, il y a un certain nombre de comportements qui sont un peu natifs et naturels, on va dire, sur les restarts ou sur la scalabilité. Et donc ça en effet, ça pose un problème où on se dit, comme toute automatisation, ça fait peur, hein, parce que plus on va mettre d'automatisation, plus on va avoir l'impression de perdre le contrôle. Mais il y a un aspect humain derrière qui a beaucoup de nouveautés autour de ce cloud public et autour de Kubernetes. Et donc l'adoption s'est fait plus facilement. Là où c'est beaucoup plus compliqué, et tu as mis le point dessus, c'est beaucoup plus côté dev. C'est-à-dire qu'il a fallu être capable d'expliquer à une équipe de développement que déjà le scope, il va être beaucoup plus important. C'est-à-dire qu'en effet, ils vont pas juste, hein, c'est déjà assez compliqué pour une équipe de dev de produire du code qui fonctionne, mais maintenant, en plus d'avoir un code qui fonctionne, il va falloir être capable de le packager. Donc en effet, tu parlais typiquement les charts Helm, mais c'est aussi être capable de gérer l'automatisation. On demande à l'équipe de dev, quand on parlait tout à l'heure de microservices et de responsabilité autour de microservices, qui gère la pipeline d'automatisation, qui va être capable de builder le service, lancer les tests, vérifier que tout est bon, avec les bonnes conditions, envoyer vers un premier environnement, peut-être lancer sur un environnement de stress testing, de tir de performance, et ensuite d'aller jusqu'à la production. Donc là, il y a un shift à faire pour être capable d'expliquer aux équipes que leur scope est plus important. Et c'est pas que le développeur, hein. C'est
Le développeur, il a fallu lui expliquer, il a fallu le former, parce que c'est en plus des sujets sur lesquels il n'a pas obligatoirement une bonne visibilité. Mais tout ça, ça se teste, d'accord? Donc il faut mettre les QA dans la boucle. Il y a aussi une différence pour les QA à comprendre tous ces sujets d'environnement, d'automatisation, etc. On s'aperçoit d'ailleurs que les QA abordent ce sujet assez facilement parce que ça leur donne, toutes ces automatisations, ça leur donne plus de possibilités. Donc, je suis capable plus facilement de prendre une version du code, la déployer facilement sur un environnement créé à la volée. Nous, par exemple, on a des environnements qu'on est capable de créer à la volée sur une pull request. Ça, pour le QA, c'est magique. On est capable de tester des fonctionnalités avant même qu'elles soient dans le code qui est censé aller en production. Tout ça, ça leur donne beaucoup plus de pouvoir, plus de responsabilité aussi. Mais c'est toute cette automatisation qui est la responsabilité de l'équipe de dev. Mais ça va aussi au product manager. Comment j'explique au product manager que je vais diminuer sa vélocité en termes de fonctionnalités parce que j'ajoute des fonctionnalités qui sont un peu plus techniques, comme une pipeline ou un chart ou des tests automatisés ou des plateformes que je suis capable de créer à la volée. Donc, c'est vraiment tout le product delivery qui est impacté par ce genre de technique et par une plateforme type Kubernetes, quoi. Et en fait, ça prend de la valeur, enfin l'automatisation, elle commence à prendre de la valeur sur les yeux des gens quand effectivement le fait d'avoir automatisé leur permet en fait de gagner du temps quand ils ont fait plusieurs itérations. C'est-à-dire que sur une seule itération, sur un cycle en V traditionnel, l'automatisation par exemple n'aurait pas lieu vraiment d'être intéressant. Mais si on a des releases qui se font plutôt tous les mois ou toutes les semaines, voire certains tous les jours, voire plusieurs par jour, dans certains cas où ça arrive, ça existe. Hein. Là, effectivement, l'automatisation, on comprend qu'on investit du temps, mais qu'on y gagne après quand effectivement on gagne du temps à chaque itération. Et si on en fait des centaines, effectivement, on gagne du temps. Donc, je suppose que là-dessus, vous avez dû effectivement devoir batailler un petit peu pour les convaincre là-dessus, et en plus, du coup, leur mettre un peu une pression qui est de dire, bah, tu vas faire des releases plus souvent, donc tu auras entre guillemets des sprints plus courts et un peu plus de pression à toujours délivrer, quoi. Exactement. Et c'est vrai que Cegid historiquement faisait plutôt, on va dire, entre 2 et 4, 5 releases par an. Mais ce qui était normal parce qu'en tant qu'éditeur de logiciels, avant même le cloud, on envoyait des CD aux clients. Et donc, vous n'envoyez pas un CD toutes les semaines, ni même tous les mois. Ouais. Donc, si vous envoyez 2 CD ou 2 DVD après par année, bah, il faut que... déjà, il y a un point important, c'est que vous n'avez pas le droit à l'erreur. Sur des technologies qu'on met en place, on se donne le droit à l'erreur. Et pourquoi on se donne le droit à l'erreur? Parce que comme on a tout automatisé, on est capable, le sujet n'est même plus vraiment de ne plus faire d'erreur. Le sujet est d'être capable de corriger l'erreur rapidement. Si je suis capable, en une demi-journée, en 1 heure, d'avoir un développement qui est « Ok, je sais ce que je dois faire, je le développe, je le teste de manière le plus automatisée possible et je déploie sur les environnements jusqu'à la prod », eh bien en fait, je vais être capable de réaliser plus souvent parce que je ne vais pas avoir besoin de me dire « Ok, il va falloir que je vois à la fois tous les cas nominaux, mais aussi tous les edge cases qu'on va avoir autour, tous les cas limites, j'ai trouvé, tous les cas limites qu'on va avoir sur ces sujets-là. Et donc ça, c'est une dynamique qui a été compliquée à mettre en place, mais aujourd'hui, on a Loop qui a 2 versions par mois, globalement, qui sont des versions majeures de toute l'interface, mais en fait, on déploie tous les jours en production. Tous les jours en production, on a des microservices qui se mettent à jour. Le client voit pas soit le client voit pas les fonctionnalités parce que ce sont soit des hotfix, soit ce sont des améliorations un peu internes qu'il va y avoir, soit ce qu'on pousse de plus en plus depuis plusieurs mois, c'est qu'en fait on déploie de la fonctionnalité qu'on active par feature flag, on l'active en interne déjà, ensuite on l'active pour quelques clients bêta-testeurs, et après on l'ouvre à tous. Et tout ça, c'est possible que si vous avez toute cette industrialisation des process qu'il y a derrière, quoi. Alors du coup,
Bon, effectivement, donc le combien ça coûte, c'est assez difficile, je pense, à qualifier, parce qu'il y a le coût, effectivement, de changer l'organisation, la manière de travailler, l'humain, le former. Donc, je ne sais pas comment vous avez fait ça, finalement, si vous êtes passé dans un mode, on ne peut pas envoyer tout le monde en formation, et puis les gens viennent, ça y est, ils ont changé leur culture, ça se change au fur et à mesure. Du coup, je pense que vous avez dû commencer à tester ça sur une petite échelle, et puis après à faire grossir une sorte d'incubateur, c'est ça? C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on a commencé par un certain nombre de satellites qu'on avait autour du cœur. C'est ça qu'on a commencé à migrer, c'est ça qu'on a commencé à, on a essayé d'investir de manière un peu plus importante. Et on a appris en fait de ces premiers exemples-là, jusqu'au moment où on a vraiment migré tous les composants du cœur de Cegid-Loop vers tous ces principes, toute cette automatisation, toute cette observabilité qui est nécessaire. Aujourd'hui, tout ça coûte facilement 20% de la charge de développement. Donc aujourd'hui, vous devez quasiment avoir un équivalent temps plein par équipe de 5 personnes, par exemple. Donc c'est un coût qui est important. Quand mon unique conseil, c'était n'allez pas sur Kubernetes, c'est aussi parce que ça a un coût qu'il faut être capable de prendre en charge. Toute cette industrialisation, tous ces tests, vous avez des manières beaucoup plus simples de le faire au début. Et il faut que vous arriviez à comprendre que dès que j'ai besoin d'avoir un scaling plus précis, dès que j'ai besoin d'avoir une observabilité qui est un peu différente, que je veux maîtriser très finement, c'est à ce moment-là où il va falloir que j'imagine des solutions comme Kubernetes. Mais attention, au moment où je fais ça, je vais avoir tout ce que je viens d'expliquer, il va falloir que je le mette en place, et tout ça, c'est pas gratuit. Oui, et donc dans le cadre de la mise en place de tout ce qui concerne la partie DevOps, l'automatisation, je suppose qu'il y a eu une évolution, une adaptation de la culture d'entreprise, la culture des équipes par rapport à ces besoins. Oui, l'automatisation, c'est clairement le premier point, et c'est le nerf de la guerre pour que tout ça fonctionne bien. Alors, ça va vous faire plaisir. Donc, nous, l'outil qu'on a utilisé pour tout ça, c'est Azure DevOps. Alors, nous, on utilise Azure DevOps vraiment de bout en bout. Hein. Les features sont créées dans Azure DevOps, on crée les PBI, donc les tâches pour les développeurs et pour les QA ou même la partie DevOps. Tout est créé dans Azure DevOps. Et après, on a vraiment toute la partie CI/CD également qui est aussi dans Azure DevOps. Donc là-dessus, qu'est-ce qu'on a fait? On parlait tout à l'heure de chart ou de pipeline. Toute cette partie a été mise soit de manière graphique, mais surtout as code dans Azure DevOps. Donc c'est assez pratique parce que en fait, il y a déjà tout ce qu'il faut dans les processus de dev pour être assez rassuré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais une tâche qui est je veux créer un nouveau service. Le développeur va être capable de définir le comportement de son service ou la manière dont on va le déployer. Une fois qu'il va le faire, on va avoir le même système de pull request. Ça va permettre aux équipes de comprendre et de dire non mais attends, non, c'est pas du tout ce qu'on s'est dit. Mon service, il se lance pas comme ça. Ou mon service, il ne se scale pas comme ça. Ou mon service, non, tu peux pas commencer à lui envoyer du flux tant qu'il n'y a pas ça et ça de près. Et donc ça marche. Ça, on a deux manières de le gérer. Hein. Soit vous imaginez une réunion avec toutes vos équipes à chaque fois et vous espérez que les bons sujets vont avoir lieu autour de la table. Soit vous essayez une autre approche qui est plutôt une approche as code. Et on a tout ce qu'il faut dans nos outils, que ce soit Azure DevOps, mais les autres solutions du marché également. Vous faites une pull request, vous avez les bons reviewers derrière qui deviennent en fait, c'est un sujet de responsabilité, ils deviennent en fait également co-owners de ce déploiement. C'est-à-dire que s'ils ont validé que leur service se lançait de cette manière-là, ou que ce service se scalait de cette manière-là, ou que le service se déployait de cette manière-là,
on n'est plus, et ça c'est un sujet qui est très important pour moi, on en parlait tout à l'heure, on ne peut pas avoir une équipe qui s'occupe de développer, une équipe qui s'occupe de déployer. Ça ne marche pas. Il n'y a pas des devs d'un côté, les ops de l'autre. Donc, comment vous faites cette cassure? La première cassure, c'est de s'assurer que le code fonctionnel et le code de déploiement, tout ça est au même endroit et respecte les mêmes process. Je n'envoie pas une nouvelle fonctionnalité en production s'il n'y a pas eu des reviewers de code. Je n'envoie pas une nouvelle pipeline ou une nouvelle manière de gérer ma scalabilité sans avoir des reviewers. Ça marche pareil. Et les équipes sont à l'aise avec ça. Et on parlait tout à l'heure de facilité d'adoption. Et en fait, en utilisant leurs outils et en s'adaptant avec leurs outils qu'ils utilisent depuis 20 ans, en fait, c'est beaucoup plus simple. On est venu s'introduire dans leur zone de confort. Il y a une responsabilisation des équipes, du coup, et une appropriation du module applicatif, de la livraison qui est en train d'être faite par l'équipe plutôt que je passe au suivant et j'oublie. Exactement. C'est pas on n'est pas sur du passage de relais en disant tiens, j'ai fait mon code maintenant. Démerde-toi pour qu'il se déploie, démerde-toi pour que ça fonctionne bien, démerde-toi pour que dès qu'il y a un peu de volume, ça scale. Non, ça marche pas comme ça. Alors, encore une fois, vous pouvez faire ça, et il y a plein de services, et on a nous, chez Cegid, d'autres produits qui le font comme ça, qui sont des produits un peu plus anciens. Vous pouvez engager N réunions en espérant que on va faire du capacity planning, etc. Essayer de se projeter. In fine, même avec tout ça, vous avez une séparation des responsabilités qui fait que ça ne peut pas fonctionner. Et donc, là, on a tous les outils nécessaires pour être capable d'avoir une vision de ces responsabilités dès le début, le plus tôt dans le process. Et on ne peut même pas commencer les tests de la fonctionnalité si cette partie-là n'est pas faite. Si vous n'êtes pas capable de le déployer quelque part, votre code, on ne va pas pouvoir faire les tests. Donc, il n'est pas possible qu'une équipe, dans d'autres produits, par exemple, on entend, chez Cegid ou ailleurs, que les ops ne sont pas au courant d'un déploiement qui devait se faire ou des ops qui découvrent des produits qu'il faut mettre en production beaucoup trop tard. Ça, c'est ce qu'on connaît dans toutes les entreprises. Là, ça ne peut plus être le cas. Ça ne peut plus être le cas parce que la notion d'architecture, la notion de déploiement, elle fait partie intégrante du code, elle fait partie intégrante du package. Et le critère d'acceptance d'une tâche, d'une fonctionnalité, elle ne s'arrête pas à j'ai fait mon développement et je l'ai testé, elle va jusqu'à c'est déployé jusqu'à la production. Et vous ne pouvez pas terminer votre fonctionnalité juste parce que sur votre poste ça fonctionne. La fonctionnalité se termine quand c'est en production et que ça fonctionne. Et donc c'est encore une fois un vrai sujet de changer de stratégie et de quotidien des équipes de product delivery. Les équipes sont concernées de bout en bout, de la conception jusqu'à la mise en production et se sentent impactées du coup sur l'ensemble du cycle de vie. Exactement. Du coup, dans la phase d'automatisation, dans cette automatisation, ça va aller effectivement de l'infra jusqu'au code applicatif. Et toute la partie qui est la surveillance, qui est, on va dire, un travail plutôt historiquement du côté des ops, mais qui en fait, quand on fait de la surveillance applicative, se retrouvait partiellement du côté des devs. À un moment, pour dire ça marche en prod ou c'est efficace, il faut bien les deux. Comment un petit peu vous gérez tout ça en fait, voilà. Ouais. Alors on l'a à plusieurs niveaux, hein, évidemment, parce qu'il y a des granularités qui sont aussi différentes. On a un sujet qui est assez plateforme, qui est de savoir comment se comporte la plateforme. Donc ça, on va être très à droite, très dans la notion DevOps, un peu plus côté Ops. On a des sujets, pour le coup, qui sont beaucoup plus applicatifs, du style comment je monitore que... je vais donner un exemple tout à l'heure, je disais, quand un document arrive, il faut qu'il soit géré en moins de 10 minutes.
Et ça nécessite beaucoup de métriques pour être capable de le calculer. La métrique qui permet de dire j'ai un nouveau document, j'ai un nouveau document, j'ai un nouveau document. Donc ça permet de savoir un petit peu le nombre de documents qu'on a. Et ça nous permet aussi de calculer des métriques et de dire j'ai reçu un nouveau document, j'ai traité un nouveau document. Et là, ça permet d'avoir nos calculs de SLA qui fonctionnent. Et donc là, on est plutôt sur des métriques un peu plus code, un peu plus métier. Et après, on a des métriques, on a d'autres métriques très fonctionnelles du style, par exemple sur le machine learning. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que les déploiements qu'on a fait de nouveaux modèles de machine learning ont de la pertinence ou pas. Et donc là, on a des métriques de pertinence qui nous permettent de dire là, je viens de déployer un nouveau modèle, il marche dans 97% des cas, et on s'aperçoit après un déploiement qu'on est descendu à 96-95% des cas. Est-ce qu'on envoie un hotfix? Est-ce qu'on fait un rollback? On a un certain nombre de métriques comme ça qui sont imaginables. Et de la même manière, dans Kubernetes, on a Prometheus qui est naturellement et nativement mis à disposition. Le jour où on a mis Prometheus dans les mains des équipes de développement, ça a été adopté en quelques jours. Pour eux, c'était exceptionnel. Ils étaient capables de faire toutes les stats qui les intéressaient. Et aujourd'hui, on a évidemment dans Prometheus des métriques très techniques, nombre de pods, CPU, mémoire, etc. Très à droite, comme je disais tout à l'heure. Mais vous avez aussi des métriques extrêmement métiers, comme un nombre de documents, combien de relevés bancaires on a récupéré, combien de transactions on a pu générer dans nos bases de données. Et ça nous permet d'avoir toutes les métriques dont on a besoin pour comprendre si l'application fonctionne bien. Et si ce n'est pas le cas, être capable de définir les bonnes sondes pour lancer des alertes. Lancer des alertes aux équipes de dev ou lancer des alertes aux ops en HNO. Tout ça, c'est important. Et on parlait je reviens juste sur le sujet de l'automatisation. Donc l'automatisation, on la connaît assez bien sur la partie code. Ce qui est assez nouveau chez Cegid, c'est toute la partie machine learning et la partie intelligence artificielle. Nous, on a des modèles de machine learning depuis fin 2018. Typiquement, ce qu'on fait en machine learning, c'est quand un expert comptable reçoit une facture, prenons l'exemple d'une facture Azure, il doit être capable de savoir où stocker dans votre comptabilité cette facture. Est-ce que c'est de l'achat de matériel Azure? Probablement pas. Et donc, en fait, Cegid-Loop, c'est un peu plus de 100 000 TPE ou TPE, PME où on a leur comptabilité. Mais Cegid, dans sa globalité, c'est plus d'1 million d'entreprises où on a la data de leur comptabilité. Donc imaginez les modèles de machine learning qu'on a été capable de mettre en place avec toute cette donnée. Le problème que ça pose, c'est que justement, on a énormément de données et donc il faut être capable de gérer toute l'automatisation du cycle de vie de ces modèles de machine learning. Et donc, par exemple, comment je fais pour dire OK, je veux me réveiller, je veux être capable de récupérer mes données que les data engineers ont été capables de fusionner, préparer. Ensuite, il faut que je sois capable de générer du compute. Et là, pareil, Kubernetes a toute sa valeur là-dedans. À un moment, quand j'ai besoin de faire un pré-processing de modèle, je suis capable de connecter Azure Machine Learning, donc quel choix que nous on a fait chez Cegid, à notre cluster Kubernetes. On va lui envoyer un compute à rajouter. Il va rajouter tous les nœuds dont il a besoin en fonction de la charge que je vais lui envoyer. Une fois que c'est terminé, je vais devoir gérer tout le cycle de vie de mon modèle de machine learning jusqu'à être capable de dire je réutilise soit ce cluster-là, soit un autre pour être capable de déployer mon modèle. Et pareil, un modèle de machine learning, ça nécessite... alors, ça a deux problèmes en plus, les modèles de machine learning. Un, ça a besoin de nœuds qui sont très différents. Le machine learning, c'est du compute très consommateur de mémoire. Donc, il faut absolument que vous ayez mis en place votre Kubernetes pour avoir des typologies de nœuds qui sont différents. On a des pods,
on a des pods qui prennent plus de 20 gigaoctets de mémoire à eux tout seuls, ce qui n'est pas du tout ce qu'on a classiquement sur du Node.js, où on essaye plutôt d'être entre 1, 2, 3, 4 gigaoctets. Donc ça ne se gère pas du tout de la même manière. Et en plus, ce genre de pods, imaginez quand vous avez à un moment des gros volumes de données qui arrivent, heureusement qu'on a les possibilités de scaling de Kubernetes même sur des pods de machine learning pour être capable d'automatiser tout ça. Alors du coup, si on parle de scaling, de pod, de scaling de gabarit de VM, alors, moi j'ai plusieurs questions. Là, vous avez pas mal de machine learning. Est-ce que vous utilisez par exemple des gabarits de VM avec des GPU NVIDIA pour accélérer vos entraînements de machine learning ou pour la partie inférence? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, dans les mécaniques de scaling, bon, après tu vas me dire oui ou non, mais vous devez utiliser, je pense, le scaling de la plateforme en tant que tel. C'est un des principes de l'élasticité d'AKS. Mais au niveau du scaling intra-Kubernetes, est-ce que vous appuyez sur la mécanique standard qui est le horizontal pod autoscaler, ou est-ce que vous l'avez enrichi avec de l'event-driven, par exemple, autoscaling? Alors, donc, pour les deux questions. Donc, la première question, le GPU, on n'en a pas besoin parce qu'on n'utilise pas des modèles de machine learning qui sont très consommateurs de GPU. Donc, c'est pas un besoin qu'on a aujourd'hui. Par contre, on a spécifié les nœuds. Donc, il y a une notion de node pool dans Kubernetes. Et donc, on a des nœuds spécifiques à toutes les images liées au machine learning. Et donc, c'est justement des nœuds qui ont 4 fois plus de mémoire, que ce qu'on a sur le compute de l'interface web. Ça, c'est le premier point. Et sur le reste, non, en effet, on a des scalings qui sont très différents. On a des scalings, j'ai envie de dire, de base, qui sont des scalings sur le CPU. Dès qu'on a un peu de charge de CPU, Kubernetes s'aperçoit qu'il atteint je sais pas, 10, 15, 20, 30% de CPU, il commence à scaler. Et on en a d'autres qui sont... donc on a le niveau un peu plus intelligent qui est de dire, OK, on sait sur un certain nombre de services le nombre de requêtes qu'on est capable de prendre à un instant donné. Ça ne sert à rien d'essayer d'imaginer le CPU haute, parce que des fois, il y a des requêtes qui ne sont pas du tout consommatrices de CPU. Par contre, on sait qu'on est, je sais pas, on a 64 threads, on est capable donc de gérer que 64 requêtes en simultané, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, là, les équipes de développement, encore une fois, un sujet de responsabilité, les équipes de développement ont été capables de définir, OK, quand j'atteins la 65e requête, j'indique à Kubernetes que je ne veux plus de requêtes. Je ne suis pas disponible. Et ça nous a permis comme ça de définir un scaling aussi défini sur un certain nombre de requêtes. Je vais dire, ça reste des requêtes, des métriques, techniques. Et on a géré comme ça notre scaling comme ça. Le troisième, c'est plutôt sur des événements. Je parlais de documents tout à l'heure. Un document, dès que je vais avoir un document qui va être déposé, il faut que je sois capable de scaler. Donc je vais avoir 300 documents qui arrivent. OK, ces 300 documents, comment je fais pour le scaler? Je sais que je les veux en 10 minutes maximum. Combien de pods je vais instancier pour être capable de gérer cette charge-là? Bon. Et souvent, nous, on a des lots de milliers de documents à un instant donné. Donc, il faut qu'on ait un scaling qui soit assez rapide. D'accord. Donc ok, on a bien vu que la scalabilité, vous la gérez de différentes façons. Mais du coup, ça doit avoir un impact, je suppose, sur l'outillage que vous allez utiliser, parce qu'il faut que tout le monde puisse être capable de voir l'information, de savoir ce qui scale pas, et puis peut-être les problèmes de performance, c'est ça? Oui, alors il faut qu'il puisse être capable de le voir, mais il faut aussi être capable de réagir par rapport à un certain nombre de paramètres. Ce que je disais tout à l'heure, soit un nombre d'appels HTTP qui arrivent, soit des métriques métiers. Et en fait, on se retrouve avec un niveau de maturité d'un certain nombre de services qui sont très différents. Par exemple, là, le schéma que j'ai mis au-dessus, c'est un de nos services les plus anciens. Typiquement, on voit bien celui-là, il est stable. Il est stable. Il est très consommateur. On est à presque 80 pods, donc c'est quand même un service qui est assez consommateur. Mais celui-là, on n'arrive pas encore aujourd'hui à le scaler comme il faut.
en fonction de la charge. Je vous ai mis 2 heures là de 2 heures de données. En 2 heures, il n'a pas bougé, il n'a pas été capable de monter ou de descendre parce que celui-là, on n'a pas encore atteint la bonne maturité. On a un autre, c'est celui d'en dessous. Alors lui, pour le coup, en plus, il a le niveau de maturité le plus important. Il est sur des métriques métiers, c'est-à-dire que il arrive, on est sur de l'event driven, c'est-à-dire c'est le nombre d'événements que j'ai à traiter qui directement définit ma stratégie de scaling. Donc, d'ailleurs, il y en a plein. Hein. Par exemple, on peut avoir, pour tous ceux qui utilisent Kafka, qui est donc un système événementiel qui permet de communiquer entre vos services de manière asynchrone. En fait, on se base, nous, sur le lag Kafka. C'est-à-dire, si on sait qu'on a nos services qui ont 100 messages de retard, il faut qu'on soit capable de définir une stratégie de scaling qui est différente si j'ai 50 messages ou 500 messages de retard. Et ça, de la même manière, on parlait de DevOps tout à l'heure, on ne peut pas imaginer que c'est l'équipe plateforme qui définisse quelque chose comme ça. Il n'y a que ceux qui consomment le service, qui ont développé le service, qui vont être capables de définir la bonne stratégie de scaling. Donc, c'est bien exposer la métrique, définir les comportements par rapport à ces métriques et être capable de voir ensuite en production comment ça se comporte à des moments différents de la journée sur des cas métiers différents. Donc là, je vois que c'est du Grafana, enfin, ça ressemble en tout cas à du Grafana. Ouais. Du coup, est-ce que vous faites des dashboards Grafana qui sont donc du coup accessibles par tout le monde et qui mixent des données techniques et des données justement métiers, comme tu le disais, voire des données financières peut-être, enfin financières dans le sens coût. Est-ce que vous faites ça? Oui, on a on utilise 2 technologies pour les graphes. On n'a pas encore réussi à tout mettre dans un seul outil. Il y a un peu d'historique et il y a aussi un peu de complexité à traiter. En gros, on utilise Splunk pour toutes les données qui sont liées, et même les tableaux de bord qui sont liés au log. Et on utilise Grafana sur Prometheus pour toutes les données et tous les graphes qu'on veut utiliser sur Prometheus. Donc, par exemple, je veux savoir combien de clients ont déclaré leur TVA sur la journée, mais c'est une information purement fonctionnelle. En fait, ce que fait le développeur à chaque fois, c'est qu'il indique à Prometheus, j'ai une TVA qui a été faite, j'ai une TVA qui a été faite. Et comme ça, nous, on a cette observabilité pour tous et on est capable d'avoir une vision de l'usage des déclarations de TVA sur la journée, sur la semaine, sur le mois. Donc, on a vraiment les deux types. Ce qui marche pas bien, c'est d'essayer de prendre les données de Prometheus, les mettre dans Splunk et ensuite faire des tableaux de bord dans Splunk. Ça, c'est pas très efficace. Donc finalement, on est resté avec 2 outils qui répondent à 2 problématiques différentes et ça fonctionne assez bien. Et donc, est-ce que ce type de dashboarding, il est fait par les équipes, on va dire, qui développent du coup la solution, hein. Et est-ce que ça fait partie du code de livraison de la livraison qu'ils doivent faire, de fournir les pipelines, les manifestes, et de fournir également les dashboards associés à leur service? Ça fait partie des critères d'acceptance. Donc il y a eu un travail de sensibilisation des équipes produits. D'accord. Donc quand le produit dit je veux telle fonctionnalité, là par exemple, je donne un exemple du trimestre dernier. On a déployé un nouveau service qui permet de traiter ce qu'on appelle la DSP2. C'est la nouvelle manière des banques, donc c'est une obligation européenne qui oblige les banques à exposer via des API l'ensemble de vos données bancaires, avec toute la sécurité qui va bien autour, mais ils sont obligés de les exposer par API. Donc nous, on a fait un service dans CJLoop qui permet justement de venir interroger toutes ces banques régulièrement dans la journée ou en fonction des banques en temps réel ou en batch. Et ensuite être capable d'intégrer la comptabilité qui est liée à ça. Et là, en fait, ce que le product manager a fait, c'est qu'il a expliqué, un peu dans sa spécification, de ces différentes features. Il faut être capable d'aller voir la banque, de récupérer les données, de pouvoir les insérer dans CJLoop, etc. Et ce que je veux savoir, c'est j'ai contacté combien de banques? Combien de banques sont en succès ou en erreur? J'ai récupéré combien de transactions bancaires?
Ça a mis combien de temps pour récupérer ces transactions bancaires? Toutes ces informations, tous ces KPI dont on a besoin, ça a fait partie du critère d'acceptance du service. Alors après, il y a des indicateurs, c'est comme tout, hein, quand on déploie un service, c'est comme quand on déploie n'importe quel produit, il est plus ou moins terminé. On peut avoir un MVP du produit. Donc, de la même manière, en termes de KPI, on peut avoir que le MVP des KPI. Donc, on les a peut-être pas tous dès la version 0.1. Mais l'objectif, c'est de se dire, quand on ship une feature, on ship la feature avec tout ce dont on a besoin pour l'opérer au quotidien. Et comme les gens doivent pouvoir, je suppose, passer d'une équipe à l'autre ou que des services peuvent s'appuyer sur d'autres services, comment vous avez mis en place la partie, entre guillemets, communication en termes de comment les API peuvent être consommés par d'autres développeurs, si simplement vous avez des changements de personnes qui changent une équipe, comment ils arrivent pour s'approprier, entre guillemets, comment fonctionne un service, comment il est déployé dans Kubernetes, comment il est packagé, comment vous avez fait ça parce que là, pour le coup, effectivement, chaque équipe indépendante fait entre guillemets son service, hein, mais après, personne travaille dans un bunker. Hein. Le but, c'est que tout ça fonctionne ensemble, qu'il n'y ait pas des services qui refassent ce que d'autres ont fait, etc. Comment vous êtes organisé là-dessus? Alors déjà, je vais un peu parler du type de questions qu'il faut se poser. Et après, il faut mettre ça dans un framework de réflexion, un framework qu'on va réutiliser à chaque fois qu'on veut créer un nouveau service. Il y a des questions qui sont assez spécifiques à Kubernetes. Et il faut que l'équipe se pose la question dès le début du développement, ou assez rapidement en tout cas dans le développement, comment ils vont répondre à ça. Et ça, c'est des vrais... il y a des sujets pour nous, ça a été de vrais pain points. Ça a vraiment été compliqué. La première question, c'est comment je sais que mon service est vivant? On est en plein milieu de la journée. Nous, on a des milliers de pods en production. Comment je sais qu'un pod, là, il est encore en vie, il faut que je le laisse tranquille? C'est pas simple. Hein. C'est pas juste, je lui demande s'il va bien. Il a fallu que je développe, il va falloir que je développe au sein du produit une fonctionnalité qui indique à Kubernetes qu'il va bien. Et donc, c'est pas naturel, ça, de développer le fait qu'on aille bien ou pas. C'est un des sujets, c'est des sujets pour nous qui ont été compliqués parce que nous, typiquement, il y a des services qu'on a migrés vers Kubernetes avant d'avoir géré. Donc, c'est Liveness, le service est vivant, c'est un Liveness. Et donc, on s'est aperçu que si on ne le développe pas nous-mêmes, on peut utiliser des systèmes dans Kubernetes pour essayer de bypasser ça et de gérer le liveness différemment. Et ben ça marchait très mal. Et donc, on se retrouve en pleine journée à avoir des services qui se font couper par Kubernetes alors qu'ils vont très bien. Et c'est bien dans Kubernetes, il y a toutes ces automatisations-là. C'est vraiment génial. Hein. Votre service, il crash, Kubernetes s'occupe de tout. Il vous le redémarre, il vous le remet comme il faut. Dès qu'il est démarré, il vous renvoie du flux. Génial. Le problème, c'est quand vous n'avez pas tout préparé, ce qui se passe, c'est qu'il crache trop vite. Et pire, vous vous retrouvez avec du flux alors que vous n'avez pas fini de démarrer. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est instantané. Hein. Vous avez vos clients qui vous expliquent que plusieurs fois dans la journée, votre application n'a pas fonctionné. C'est pas que l'application n'a pas fonctionné. Donc là, on revient à la maîtrise par les devs d'un nouvel environnement, à savoir Kubernetes, avec les spécificités de Liveness Probe, des Readiness Probe, etc. C'est exactement ça. Ça. Et typiquement, sur leur poste, ils n'ont pas le problème. Hein. Quand ils lancent la machine, quand ils lancent leur code sur leur poste, le code est up. Il n'y a pas de problème et ils vont tester pendant 2 minutes leur fonctionnalité, puis ils vont changer le code, puis ils vont le relancer. Ces notions de liveness et de readiness, elles sont difficiles à aborder et à comprendre pour un développeur et sa fameuse phrase ça marche sur mon poste. Quoi. Vous voyez, on est très loin avec ces sujets-là. Donc justement, le premier, c'est le liveness et le deuxième, c'est le readiness. Pareil, un vrai sujet sur le readiness. Comment votre code qui fonctionne très bien est capable de dire à Kubernetes arrête de m'envoyer du flux parce que si tu continues à m'en envoyer, je vais tomber par terre. C'est une vraie intelligence à définir. Comment je suis capable de faire ça? Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de réponse universelle. C'est pas je vais bien. D'ailleurs, il y a des services, on définit le readiness en disant juste
Si je suis capable de répondre, c'est que c'est bon. Il y a plein d'autres services où il y a besoin de mettre une vraie intelligence derrière. Si je sais que je suis sous l'eau, parce que je suis capable de calculer le fait que je suis sous l'eau, alors je dois être capable de dire à Kubernetes, arrête de m'envoyer du flux, pour l'instant je ne suis pas prêt. On en est en fait là sur les. On en revient aussi sur le fait du passage au microservice où les architectures ont changé et que du coup il y a des patterns qu'il faut connaître quand on est un développeur, le fail and retry, le fail and retry after, le circuit breaker, des choses comme ça en fait. Et le circuit breaker, c'est clairement un sujet qui nous a coûté cher au moment où on a déployé nos codes sans circuit breaker, évidemment, au début, et qu'on a dû implémenter parce que qu'est-ce qui se passe? Vous recevez énormément de flux. Vous n'avez pas scalé comme il faut. Être capable de scaler ne veut pas dire que vous êtes capable de scaler comme il faut. Hein. C'est très différent. Vous n'avez pas scalé comme il faut et même si vous avez scalé, vous envoyez trop de flux sur un service. Qu'est-ce qui se passe? Même au moment où vous dites à Kubernetes, vous avez atteint un niveau de maturité qui est supplémentaire, qui est de dire à Kubernetes, arrête de m'envoyer du flux. Si le scaling n'est pas encore prêt, qu'est-ce qui se passe? Il continue à vous envoyer du flux. Résultat, alors que vous avez réussi à scaler, vous avez quand même réussi à crasher vos services. Et donc là, il faut être capable de mettre en place la bonne intelligence pour dire, j'indique le plus tôt possible, quand je sens que je vais arriver dans ma zone rouge, à Kubernetes que je ne vais plus être capable de recevoir ce nouveau flux. Et par contre, s'il continue, il vaut mieux que j'ai quelques clients à qui j'explique avec du 429 ou autre que ok, je suis désolé, là, je ne vais pas pouvoir vous répondre. Il vaut mieux que je fasse ça plutôt que je mette en péril ma plateforme. Et là, on est sur le fil du rasoir. C'est extrêmement compliqué et c'est un sujet du quotidien à être capable de définir à quel moment je considère que je vais être je vais être capable de récupérer plus de charge ou au contraire être capable de dire ok, je préfère laisser de la charge de côté qui va arriver en échec. C'est pas grave, je vais gérer différemment ma politique de scaling, je vais l'adapter à ça, mais au moins je ne mets pas en péril ma plateforme. Il vaut mieux en sacrifier un pour que les 99 autres arrivent à bosser, quoi. Ça, c'est des questions que, en fait, avant Kubernetes et avant microservices, vous ne vous posiez pas, en fait. Parce que exactement. Ouais. Parce qu'on espérait, et ce qui n'était pas obligatoirement vrai, hein, mais quand on a du scaling quasiment exclusivement sur du CPU, par exemple, dès que ça monte un peu en CPU, ça scale, ça peut fonctionner. Ça ne veut pas dire obligatoirement que ça scalait comme il fallait. Hein. Ouais, c'est un problème qui est structurel à toute solution qui est centralisée et qui, à un moment donné, doit faire face à des flux. Kubernetes amène une forme de structuration. Alors après, elle va dans le sens qu'on veut ou qu'on ne veut pas. En tout cas, elle nous l'impose. Elle gère le cycle de vie des conteneurs. Elle gère la gestion des flux. Et donc, du coup, il faut faire avec. Là, alors qu'avant, on faisait un peu comme on voulait. On pouvait se dire, oh, tant pis, c'est pas grave. Je cracherai de temps en temps éventuellement si c'est le niveau de qualité que je vise. Ou je peux, enfin bref, j'étais totalement libre de faire ce que je voulais. Là, il nous impose quand même des figures de style qu'il faut comprendre. Et il faut plutôt faire avec qu'aller contre, parce qu'aller contre, c'est un peu vain. Ou alors, il faut changer, il ne faut pas prendre Kubernetes et il faut faire autre chose. Exactement. D'où mon premier point qui était réfléchissez bien avant de migrer. Alors, sur la dépendance de service, c'est un sujet aussi qui est assez intéressant parce qu'il touche à la responsabilité des équipes les unes envers les autres. Il touche aussi potentiellement au choix des dépendances, puisqu'on dit que chaque équipe est responsable de ce qu'elle va livrer. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est freestyle pour tout le monde. Chacun peut prendre les dépendances qu'il veut, rajouter les technos dont il a besoin pour son projet, et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a des guidelines? Est-ce qu'il y a je sais pas, des revues de cela? Est-ce que voilà, comment ça se passe? Alors il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. Ouais. La première chose, c'est comment je peux être responsable de mon service quand je dépends d'autres services. J'ai déjà un problème de responsabilité là-dessus. Il y a la réponse purement théorique, qui est de dire, bah non, dans un monde de microservices, j'ai jamais besoin de qui que ce soit d'autre. Et quand j'ai besoin de communiquer de l'information, je vais mettre un système événementiel qui me permet de récupérer l'information dont j'ai besoin.
ça marche assez bien, mais j'ai quand même énormément de use cases où je vais être sur du synchrone, c'est-à-dire j'ai besoin dans mon flux d'avoir accès aux informations supplémentaires, enfin, aux informations qui arrivent d'autres services. Donc là, il faut une vraie stratégie et une vraie communication avec des contrats entre les services pour être capable que ça suive. Ensuite, il y a un autre sujet. Enfin, ton autre question, c'était est-ce qu'on fait n'importe quoi? Je vais dire, ça dépend des équipes. Mais chez Cegid, c'est très clair. Il faut être capable de définir quel est le framework de réflexion, le framework de déploiement qu'on va utiliser. OK, vous avez des microservices. OK. On fait quoi? Est-ce qu'on se dit on veut n'importe quel techno? On veut du .NET, on veut du Java ou autre? Pourquoi pas? Et typiquement, si une technologie est plus à même de répondre à mon besoin, il vaut mieux que je la choisisse. Par contre, après, j'ai un sujet de maintenance. Je n'ai pas des équipes qui sont capables de gérer tous les langages et toutes les plateformes. Donc, on définit plutôt des guidelines. Donc, typiquement, c'est ce qu'on fait avec les communautés dont je parlais tout à l'heure. Il faut être capable de définir les bonnes guidelines, les mettre à disposition, les documenter, j'en parlerai dans un slide ou deux, pour qu'ils soient capables de mettre que tout le monde suive ces guidelines et soit capable qu'on ait quand même une architecture qui soit relativement cohérente avec les autres services qu'on va avoir. Ok. Pour définir typiquement ces contrats ou pour être capable de gérer cette communication dont tu parlais, c'est de réussir à mettre en place ces frameworks de communication. Donc, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, tout au même endroit. On fait des services différents, très bien, mais dans un service, on doit avoir tout ce dont on a besoin pour que le service fonctionne. On doit avoir le code, évidemment, on doit avoir les tests, on doit avoir toute la partie infra as code dont on a besoin, tous les charts dont on a besoin, et également toute la pipeline. Donc, tout ça, ça doit être au même endroit, tout ça géré par pull request, pour qu'il y ait un vrai process de validation. Et on ne peut pas me dire qu'on ne savait pas que le service se déployait comme ça. Il y a eu les bons reviewers qui ont été mis. Donc tout le monde, au moment de la pull request, était au courant de ce qu'on allait déployer. Il y a un vrai sujet de responsabilité avec des process actuels. Nous, on a rajouté un fichier supplémentaire qui est une étape importante, on pense, de la communication parce que les équipes évoluent, il y a des gens qui viennent, il y en a des gens qui s'en vont, et donc c'est pas obligatoirement simple à ce code de comprendre exactement le code fait quoi, il est responsable de quoi, où sont les dashboards. Ok, je vois bien dans les charts les liveness et les readiness, mais concrètement ça réagit comment? Les images, quand elles sont déployées, elles sont envoyées où? Toutes ces informations-là, en fait, on les centralise. Et donc, on a défini une carte d'identité du microservice qu'on fait pour l'ensemble de nos microservices. Ça fait partie du critère d'acceptance des services. Un service ne va pas en production s'il n'a pas sa fiche d'identité qui a été créée. C'est un fichier MD, là, je vous l'ai mis sur la gauche, sur un des services. Et on a l'ensemble des informations qui sont un peu écrites dedans. C'est plus de la documentation à destination des humains qu'à destination de la plateforme. Et ça permet de mieux comprendre un petit peu ce que fait le service, même si après, quand on veut creuser, il suffit de rentrer un petit peu dans le code. Donc tu as lâché le mot documentation. Ça c'est un mot qui est difficile à accepter généralement pour les devs. C'est un peu le parent pauvre. Donc là, vous avez quand même défini des critères d'une documentation à minima, un peu de formalisation. Moi, j'ai des devs qui sont très contents, ils se disent ah, c'est du Markdown, donc c'est du code, donc je peux écrire des choses. C'est un vrai sujet. Je pense que c'est assez vrai. C'est assez vrai. Le fait qu'ils n'aient pas besoin d'ouvrir Word, ça les aide pas mal. Le fait que ce soit de la même manière dans leur même process, c'est-à-dire que vous faites un Markdown, après vous faites une pull request pour la faire valider par l'équipe.
on n'est pas loin d'être sur du code en fait, hein. C'est assez proche. Et encore une fois, la clé là-dessus, c'est le framework qui a été défini, c'est-à-dire il y a un gros investissement au début pour être capable de savoir qu'est-ce qu'on veut dans cette documentation, c'est quoi le MVP de la documentation d'un service, et s'il n'y a pas tous ces éléments-là, ce service ne doit pas aller en production. Ok, donc un bon niveau d'exigence là-dessus. Ok. C'est important c'est une exigence envers nos développeurs, c'est la même exigence que nos clients ont envers nous. Notre service, il ne peut pas ne pas être disponible, c'est pas possible. Et quand tu gères la comptabilité de plus d'1 million de sociétés, c'est-à-dire 60% du marché français, tu ne peux pas te permettre de livrer des services qui marchent à moitié, quoi. Ok. Du coup, on va passer aux bonnes pratiques. Donc on a mis deux, trois bonnes pratiques qu'on a appris à travers les 2-3 dernières années. Donc je les résume globalement, mais on les a abordés sur les sujets précédents. Typiquement, ce que je disais tout à l'heure, faire des microservices, ça ne veut pas dire que vous pouvez faire ce que vous voulez. Les équipes doivent avoir un scope de choix assez important pour définir les technologies qu'ils utilisent, mais attention à ne pas avoir n'importe quoi qui se déploie dans le cube, parce que après c'est un travail du quotidien, à savoir comment je vais gérer cette scalabilité, comment je vais gérer cette résilience. Et quand j'utilise des technologies qui sont très différentes, c'est compliqué de pouvoir apprendre du service du voisin, parce qu'on va repartir from scratch. La manière dont je gère la résilience ou la scalabilité d'un Node.js, c'est très propre à Node.js. On va pas le faire de la même manière sur un code en C#, typiquement. Donc, comment j'apprends? Faire le code a peut-être été plus simple en C#, c'est possible, sur un besoin donné. Mais si je ne suis pas capable de reprendre l'expérience que j'ai eue sur du Node.js, typiquement, est-ce que ça valait vraiment le coup? Donc, il faut vraiment se poser la question là-dessus. Et le deuxième point, c'est les communautés dont je parlais tout à l'heure. Attention, surtout quand vous commencez à avoir beaucoup d'équipes, il vous faut des communautés, il vous faut des gens qui vont être capables d'apprendre ensemble et de savoir comment, justement, qu'est-ce qu'ils ont déployé, qu'est-ce qu'ils ont testé dans Kubernetes, pour être capable d'apprendre entre eux et de faire monter mathématiquement tous les services en maturité. Et ça, c'est important parce que, encore une fois, on a un certain nombre de pain points quand on mixe sur Kubernetes. Évitons que chaque équipe de manière séparée l'apprenne à leurs dépens. Faisons en sorte qu'un l'apprenne, un ait des problèmes et qu'on soit capable de l'appliquer sur les autres. Sur la partie documentation, ce que je peux vous conseiller, c'est les bonnes pratiques que vous définissez. Mettez-les à un endroit qui est centralisé, accessible à tous, public sur Internet ou à minima public à l'ensemble de l'entreprise. Ça donne une visibilité, c'est plus simple pour onboarder des nouveaux développeurs. Ça permet de comprendre et de capitaliser sur ce qu'on a fait. Nous, on a un site qu'on a appelé le CJ d'Engineering, et c'est toutes les bonnes règles d'ingénierie, pas obligatoirement autour de Kubernetes, hein, mais sur ça c'est un conseil sur toute la partie d'ingénierie. Et typiquement sur la partie Kubernetes, c'est qu'est-ce qu'on doit mettre à minima dans le microservice, le framework de fiche d'identité de microservices, comment je dois gérer mon scaling, comment je dois gérer ma résilience, etc. Et je termine avec 2-3 points sur ceux qui sont passés en Scrum. La compétence DevOps que vous avez dans votre équipe, cette compétence-là, qu'elle soit répartie sur des devs ou que ce soit vraiment une personne à plein temps qui fasse du DevOps, elle doit faire partie intégrante de votre équipe. N'imaginez pas une équipe DevOps qui est séparée, ça ne fonctionnera pas et ça fonctionnera encore moins avec Kubernetes. Il doit être là à chaque fois. S'il y a un nouveau service qui doit se créer, dès le jour 1, il doit être au courant. Il doit être là aux démos pour essayer de comprendre quel va être l'impact de toutes les fonctionnalités qu'on va essayer de déployer en prod. Et je vais jusqu'à dire, comme vous avez une roadmap produit, ce que vous devez faire
dans Kubernetes, mettez-le dans la roadmap. Ajouter de la résilience à mon service, c'est pas une feature qui doit être invisible. Ça va coûter cher en termes de points dans votre équipe. Il faut donc l'afficher. Et ça apporte de la valeur à votre client. Donc il faut l'ajouter à la roadmap. Voilà pour les quelques bonnes pratiques de notre côté. Maintenant, je pense que alors, on a déjà fait. C'est un bon podcast, celui-ci, il est long. Mais bon, on a vu plein d'aspects. Maintenant, on a bien. Ça fait 3 ans maintenant que vous opérez à peu près du Kubernetes avec de l'AKS. Là, maintenant, enfin, là, on voit que vous avez appris, que vous avez de la maturité sur le sujet, etc. Mais c'est quoi les gros pain points? C'est quoi les gros problèmes que vous avez pu avoir? Parce que vous avez dû prendre des murs, logiquement, dans Kubernetes, on prend des murs. Et quels sont les problèmes que vous avez auxquels vous êtes encore confrontés aujourd'hui, qui peuvent être des problèmes liés au service en tant que tel, ici on parle d'AKS, mais plutôt au général au sens de Kubernetes. Ça, on est assez intéressé de voir également, parce que les gens qui vont commencer le process, ils peuvent apprendre des autres, mais ils vont quand même être face à des fois des trucs, ils vont être surpris en disant mince, on n'a pas pensé à ça, etc. Et c'est quoi, vous, les grands points qui ont été marquants, qui ont été les pénibles, mais qui ont pu être passés, mais en tout cas qui ont été des étapes pas forcément les plus agréables du monde? Déjà, la première chose, c'est que, désolé, mais Azure était quand ils ont sorti AKS, la maturité d'AKS par rapport à d'autres cloud providers n'était pas totalement atteinte. On parle d'il y a 3 ans, on est d'accord. En 2018, exactement, en 2018. On a eu pas mal de problèmes sur le provisioning ou sur quand on a dû ajouter pas mal de nœuds au début, ça a été compliqué. On a eu pas mal de problèmes au niveau de la plateforme. Ces problèmes-là ont quasiment tous disparu. Maintenant, on a un niveau sur AKS qui est équivalent à ce qu'on a sur les autres cloud providers. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème. Typiquement, dernière mise à jour Kubernetes, elle s'est passée, elle a mis 3 fois plus de temps que ce qu'on avait estimé à cause justement d'une anomalie. C'est pas critique, mais clairement il faut s'y attendre et il faut bien avoir testé, justement quand je parlais tout à l'heure d'avoir plusieurs clusters, multiplier les plateformes, ça permet de diviser le risque et ça permet justement de se préparer à ce genre d'inconvenus qui sont pas faciles à gérer. Justement, un des gros pain points de Kubernetes, ce sont les mises à jour. Les mises à jour, c'est très difficile. C'est tous les 3 mois, il faut mettre à jour le cluster Kubernetes. C'est difficile, on fait de la prod. C'est comment je fais tous les 3 mois pour dire voilà, je mets à jour. Alors j'ai plein de techniques qui permettent qu'il n'y ait pas de rupture de service, mais c'est quand même un coût pour les équipes qui est pas négligeable. Il faut le faire. D'ailleurs, là pour le coup, quand vous avez multiplié les plateformes, il faut le faire sur chacune des plateformes. C'est coûteux et au début c'est compliqué, puis après on les fait assez facilement. Si j'ai bien compris, là on va dans la roadmap AKS, maintenant on va pouvoir mettre à jour un peu moins régulièrement. Donc ça c'est un bon point. Mais typiquement là encore sur le mois de mars, vous en parliez tout à l'heure, il faut vite, pour ceux qui sont encore en 1.17, il faut passer vite en 1.18 parce que sinon il y a un sujet de support à partir du 1er avril où on va avoir des problèmes. Là c'est une problématique qui n'est pas que pour le coup liée qu'à Kubernetes dans Azure, mais c'est le projet Kubernetes qui lui définit son cycle de vie de 1 an. Donc c'est-à-dire que si on rentre dedans, en fait, on sait qu'on va rentrer dans un cycle où on devra être en permanence à revoir régulièrement ses services, parce que là encore, quand on fait des manifestes YAML, ils utilisent des API qui peuvent bouger, et leur projet Kubernetes, il supporte une rétrocompatibilité de 1 an. C'est ça. Donc si j'ai bien compris, c'est mieux à partir de la 1.19. Je crois que là, par contre, on va pouvoir mettre à jour un peu moins régulièrement. Non, ce sera pareil. C'est le projet Kubernetes, sauf s'ils changent leur cadence de release, mais le projet Kubernetes open source a une cadence de 3 mois et avec rétrocompatibilité de 1 an sur les API. Là encore, il va falloir que tout le monde se mette d'accord, parce que pour le coup, aujourd'hui, c'est un projet géré par la CNCF où il y a beaucoup d'acteurs. Bon, les grands contributeurs majeurs étant Red Hat, VMware, Microsoft,
Et Google, bien entendu. Mais ça change rien que ça reste un projet qui, du coup, aujourd'hui, toute la communauté pousse devant parce que tout le monde veut y mettre ses fonctionnalités ou y Bien sûr. répondre à ses besoins. Et du coup, ça explique cette cadence de tir, en fait, qui est effectivement tous les 3 mois avec un paquet de release. Et qui, du coup, forcément, a un impact parce qu'on n'a pas le choix, on est obligé de suivre. Du coup, Bien sûr. nous, dans le cadre d'Azure, en fait, on s'est aligné sur le calendrier de support de Kubernetes pour ne pas supporter des choses que le projet open source en tant que tel ne supporte pas. Si le projet open source arrive à ralentir sa cadence, bah, du coup, mécaniquement, tous les fournisseurs comme nous, en fait, vont ralentir également la cadence derrière. Bon, j'avais cru espérer que ça allait ralentir, mais non, en fait. Ça va continuer Non. sur la même Alors, cadence. par contre, sujet à controverse, on va avoir des possibilités de faire des mises à jour plus ou moins automatiques. Et là, eh bien là, ce sera en fonction des sensibilités des uns des autres et, Ouais. et de la solidité de votre cœur soit bien accroché au moment des passages de version. Là encore, il y a mise à jour et mise à jour. Hein. Il y a les mises à jour de version, alors dites mineures, mais c'est les majeures tous les 3 mois de Kubernetes. Et puis il y a les mises à jour de patch, où là on peut se dire, bon, les patchs sont moins impactantes normalement, donc on peut le faire. Mais effectivement, ça dépend vraiment d'avoir une bonne maturité derrière. D'accord. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, typiquement, une mise à jour automatique, si vous n'avez pas géré dans votre code la bonne manière de dire à Kubernetes, je suis en train de m'éteindre, parce qu'il y a le je suis en train de démarrer, tu peux commencer à m'envoyer du flux, mais il y a aussi le je suis en train de m'éteindre, merci d'arrêter de m'envoyer du flux. Vous voyez, c'est ça aussi. Et donc, Le drain, le cell level drain dans Kubernetes, ouais. voilà, et donc en fait, quand tu fais ton drain, tu te reçois le seek term pour expliquer que tu vas devoir t'arrêter. Et donc, à ce moment-là, il faut aussi que tu gères bien ton code. Comment tu gères dans ton code le fait de savoir que Kubernetes va te tuer. Tout ça, c'est un vrai. Tout ça, il faut pouvoir l'implémenter dans le code. On parlait de pain point, donc ça fait partie des points difficiles. On a des services qui se lançaient. On savait qu'on allait s'arrêter, mais en fait, on continuait à traiter nos documents. Et donc finalement, on se faisait killer par Kubernetes alors qu'on était en plein milieu d'un traitement. Compliqué. Donc nous, typiquement, je dirais que le plus gros pain point, ça reste ces notions de liveness et de readiness. Ça semble super simple théoriquement, mais en fait, c'est extrêmement compliqué à implémenter ça dans les produits. Surtout quand on a autant de services, être capable de savoir pour chacun des services quelle est la bonne réflexion. Et après, il y a assez peu d'experts sur le sujet. C'est difficile, c'est une technologie qui reste assez neuve, assez nouvelle. Vous ne pouvez pas trouver quelqu'un qui a 10 ans d'expérience sur Kubernetes. Et donc, réussir à se dire, OK, typiquement sur ces Gitloop, on a le product delivery, c'est presque une centaine de personnes. Hein. Donc, c'est une équipe assez importante. Réussir à faire évoluer le niveau avec de la formation sur Kubernetes, c'est pas aussi simple que de les faire monter sur du Java ou du JavaScript ou autre. On est sur une technologie qui est assez récente, une technologie qui bouge beaucoup en plus. Et donc c'est assez compliqué, enfin ça a été assez compliqué de faire monter les équipes pour qu'aujourd'hui on ait le niveau de maturité qu'on a sur ce produit. Et Microsoft nous a beaucoup aidé là-dessus, hein, parce qu'ils ont on a appris ensemble sur un certain nombre de sujets. Et là-dessus, on s'est pris quelques murs au début. On parlait tout à l'heure de 2018. En 2018, en France, il y avait à peu près personne sur AKS. Donc ça a été des projets intéressants. Ouais, effectivement. Maintenant, on a un peu plus de monde, je te rassure, mais effectivement, ça reste encore un sujet qui est... et comme c'est un sujet qui évolue en permanence, la plateforme, on le voit d'ailleurs, le projet Kubernetes évolue très vite, et la plateforme AKS, également, elle évolue très vite. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait ce type de vidéo où on parle des changements. Eh bien, écoute, merci beaucoup finalement de tout le temps qu'on a passé ensemble. On a fait un gros épisode, donc il sera bien chapitré pour ceux qui sont arrivés jusqu'à là, ils le sauront, mais sinon ce sera dans la description. Alex, le mot de la fin, le petit teasing peut-être. Ouais, déjà, avant tout, merci. Félix, merci pour ce partage et nous avoir livré finalement un peu les secrets de la réussite de Cegid, je dirais, sur les aspects techniques. Ça a une valeur inestimable, je pense, pour tout le monde. Il y a beaucoup de choses à apprendre là-dessus, donc merci beaucoup.
Sur ce, on va donner rendez-vous à tout le monde pour un prochain épisode. On a déjà eu l'occasion de trancher entre nous un sujet sympathique qui va nous changer un petit peu les idées. La partie dashboarding dans Kubernetes. Donc, on a vu que le dashboard n'est plus disponible dans sa version initiale, fournie par les versions préliminaires de Kubernetes, mais il y a des alternatives, il y a des choses, il y a des outils qui vont nous permettre de piloter tout ça et d'être hyper productifs. Donc, ce sera l'objet d'une petite session, peut-être un petit peu plus légère, agréable, visuelle, avec de la démo et toujours de la bonne humeur. Donc, merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner, n'oubliez pas, c'est une bonne façon finalement de nous montrer votre intérêt et d'orienter un petit peu nos efforts. Et puis, en vous abonnant, vous serez au courant et notifié des nouveaux épisodes. Merci à toutes et à tous, bonne fin de journée et à bientôt. Merci, au revoir.